Bonjour à tous les auditeurs qui écoutent à nouveau notre podcast. Toute la famille de mon mari s'est envolée pour les Seychelles en vacances, me laissant seule à la maison pour m'occuper de lui, car il s'était cassé la jambe. Au milieu de la nuit, il s'est soudainement levé et m'a dit « Suis-moi pour faire quelque chose, sinon nous allons tous mourir. » Cela vous semble incroyable? Je n'en croyais pas non plus mes propres yeux à ce moment-là. Ce mari qui, pendant la journée, restait allongé sur son lit, avec un plâtre blanc à la jambe, grimaçant de douleur, pouvait soudainement s'asseoir au milieu de la nuit, me fixant avec un regard si lucide que c'en était glacial. Je m'appelle Sandrine Lemaire, et mon mari est Clément Lemaire. Ce jour-là, toute la famille de mon mari traînait ses bagages vers l'aéroport pour un voyage aux Seychelles. Dès le petit matin, la maison s'activait au bruit des valises de marque. Ma belle-mère, Béatrice, pressait tout le monde de vérifier les passeports. Billets en première classe, lunettes de soleil et ordonnances. Mes deux beaux-frères, Christophe et Bastien, habillés élégamment et dégageant une odeur de parfum Tom Ford coûteux, se tenaient devant le miroir, ajustant leur col tout en parlant des casinos et des soirées sur les yachts là-bas. Seuls mon mari et moi ne semblions pas à notre place dans cette immense demeure. Clément était allongé sur un lit d'hôpital temporaire, installé dans le salon, une jambe plâtrée du genou au pied. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, et il fronçait parfois les sourcils comme s'il essayait de contenir la douleur. La veille encore, il était monté sur une vieille échelle en bois dans le jardin pour tailler des branches du vieux chêne massif. L'échelle s'était soudainement effondrée, et il était tombé lourdement sur le patio en briques. Le bruit de sa chute m'avait pétrifié, et ses jambes avaient gonflé sous les yeux de tout le monde. Je pensais que même si la famille de mon mari ne m'aimait pas, ils auraient au moins de la peine pour leur propre fils. Mais non. Le matin de leur départ, Béatrice se tenait à quelques pas du lit de mon mari, une écharpe en cachemire de prix drapée sur ses épaules, et m'a dit froidement « Prends bien soin de ton mari à la maison, Sandrine. S'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de ta faute. Je ne veux entendre aucune mauvaise nouvelle à mon retour. » Les mots me sont restés dans la gorge. Mon mari gisait là, à l'agonie. Pourtant, la première chose qu'elle disait n'était pas de demander s'il allait mieux, mais de me mettre en garde. Mon beau-père, Charles-Henri, n'a même pas pris la peine de s'approcher. Il a jeté un regard furtif à Clément, puis s'est tourné vers l'allée pour presser le chauffeur de la limousine. « Dépêche-toi avec ces sacs. Ne laisse pas quelqu'un qui reste allongé à la maison ruiner l'emploi du temps de toute la famille. » Ces mots ont été prononcés avec légèreté, mais ils m'ont fait l'effet d'une gifle. J'ai regardé Clément, et j'ai vu que ses yeux étaient toujours fermés, sa main posée sur son ventre, légèrement crispée. Je savais qu'il avait tout entendu. Il avait juste choisi de se taire. Christophe, le frère aîné de Clément, a traîné sa valise devant lui avec un rictus. C'est bien la chance habituelle de notre petit frère. Toute la famille sort pour s'amuser et lui, il reste là comme un tas de décombres. Depuis l'enfance, il n'a jamais rien su faire de bien. Bastien, qui se tenait à côté, a renchéri. « Allez, ne dis pas ça, c'est triste pour lui. C'est mieux qu'il reste à la maison. L'emmener avec nous et devoir louer un fauteuil roulant gâcherait toute l'ambiance. » Les deux discutaient et riaient tout naturellement, comme si Clément n'était pas leur propre frère, mais un appareil ménager cassé et abandonné dans un coin de la maison. Mes mains tremblaient de colère. Je voulais leur répondre, leur demander s'il leur restait une once de décence, mais Clément a soudainement ouvert les yeux et m'a regardé très doucement. Son regard n'était ni suppliant ni en colère. C'était comme un avertissement. « Ne parle pas. J'ai dû tout ravaler. Après 3 ans en tant que belle-fille, j'avais compris une chose. Dans cette maison, si tu réponds, c'est toi qui finis par souffrir. » Il pourrait déformer mes propos pour y voir un manque de respect, mes réactions pour de l'insolence, et faire tout un plat de mes griefs. Avant de monter dans la limousine, Béatrice a fait le tour et a verrouillé plusieurs pièces de la maison. Le bureau de mon beau-père, la salle des archives privées de la famille au bout du couloir, et même la porte du sous-sol. Trouvant cela étrange, j'ai demandé doucement « Béatrice, pourquoi verrouilles-tu tout? Et si j'ai besoin de prendre quelque chose pour Clément ?» Elle s'est retournée brusquement, son regard tranchant comme un couteau. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, commande-le en ligne. Cette maison contient de nombreux documents financiers importants. Je ne veux pas que d'autres personnes fouinent partout, ce qui ne causerait que des ennuis et des commérages. » Elle a bien insisté sur les mots « d'autres personnes », me rappelant intentionnellement que même si j'étais la belle-fille, je restais une étrangère. La Mercedes classe S noire a quitté l'allée. Je me tenais sur le perron en la regardant partir, me sentant à la fois pitoyable et glacée. Toute la famille partait pour des vacances exotiques comme pour faire la fête. Pendant ce temps, je restais avec un mari plâtré, dans une immense demeure bourgeoise vide, aux portes hermétiquement closes. Lorsque les lourdes grilles en fer se sont refermées, le silence est immédiatement tombé. Ce n'était pas le silence paisible habituel. J'avais l'impression d'être enfermée dans un endroit qui cachait bien trop de secrets. Ce soir-là, j'ai fait de la soupe, j'ai débarbouillé Clément avec une serviette chaude et j'ai changé ses analgésiques comme le médecin l'avait prescrit. Il a mangé très peu, a bu quelques gorgées d'eau et a dit qu'il était épuisé. Je l'ai aidé à s'allonger, j'ai remonté la couverture jusqu'à sa poitrine et j'ai regardé son visage fatigué sous la lumière d'ambiance tamisée. Mon cœur se serrait, comme si quelqu'un le pressait. J'ai murmuré « Dors ».
Je suis là avec toi. Clément n'a pas répondu, il a juste fermé les yeux. Je pensais qu'il s'était endormi d'épuisement. À mesure que la nuit avançait, la grande maison ne produisait plus aucun son humain, seulement le tic-tac sec de l'horloge comptoise dans le hall. Je m'étais installée provisoirement sur le long canapé, en cuir à côté du lit de Clément, mais je n'osais pas m'endormir profondément. De temps en temps, j'ouvrais les yeux pour vérifier s'il allait bien, craignant qu'il n'ait de la fièvre, que sa jambe ne le lance ou que quelque chose n'arrive avant que je ne puisse réagir. Vers minuit, alors que j'étais à moitié endormie, j'ai entendu une voix très douce. « Sandrine ». Je me suis réveillée en sursaut et je me suis redressée. Sous mes yeux, Clément utilisait ses bras pour se redresser sur le lit. Ce n'étaient pas les mouvements d'une personne souffrante luttant pour s'asseoir, mais plutôt ceux de quelqu'un d'alerte et de déterminé. Il s'est penché, a détaché une partie de la botte médicale et du plâtre à sa jambe et m'a regardé droit dans les yeux. Je suis restée bouche bée, le cœur battant à tout rompre. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ta jambe ?» Clément a porté un doigt à ses lèvres, me faisant signe de me taire. Puis il a penché la tête vers le coin du plafond, sa voix si basse qu'elle n'était qu'un souffle. « Ne parle pas fort. Il y a des caméras dans la maison. » Tout mon corps s'est glacé. Il a saisi ma main. Sa poigne n'était pas du tout faible, contrairement à ce que je pensais. Ses yeux, à cet instant, étaient vifs et d'une vigilance terrifiante. Puis il a prononcé chaque mot clairement. « Suis-moi pour faire quelque chose, sinon nous allons tous mourir. » Je me suis figée, regardant Clément dans la pénombre. Son visage ne portait plus la fatigue ou la douleur de la journée. Ses yeux étaient grands ouverts, brillants d'un regard tendu et vigilant, comme s'il n'avait pas dormi du tout ces dernières heures, mais qu'il s'était simplement tenu immobile, attendant le bon moment. J'ai ouvert la bouche plusieurs fois avant qu'un murmure ne finisse par sortir. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ta jambe ne te fait pas mal? Laisse-moi appeler le médecin ou une ambulance. » Clément a immédiatement attrapé mon poignet. Sa poigne était si forte qu'elle m'a fait sursauter. Il a porté son index à ses lèvres, a secoué très légèrement la tête et a lentement pointé le coin supérieur du plafond, au-dessus de l'étagère décorative. J'ai suivi son geste. Au début, je n'ai vu que quelques vases en céramique coûteux et une fougère artificielle poussiéreuse. Mais en regardant de plus près, j'ai eu l'estomac noué. Derrière les fausses feuilles se trouvait un minuscule point noir qui émettait une faible lueur bleue. C'était une caméra espion dissimulée. Je suis devenue de glace. Je vivais dans cette maison depuis des années, et pourtant, je n'avais jamais su qu'il y avait une caméra cachée dans le salon. L'endroit où je changeais les vêtements de mon mari, où je dormais temporairement chaque nuit, où je pleurais seule quand mes beaux-parents me réprimandaient. Il s'avérait que quelqu'un aurait pu tout observer. J'ai fait un pas en arrière en tremblant, mais Clément m'a tiré pour m'asseoir près du lit, se penchant pour chuchoter à mon oreille. Il n'y a plus aucun endroit sûr dans cette maison. Baisse la voix. Cette phrase m'a donné des frissons dans le dos. J'ai regardé autour de moi dans cette pièce familière, et, soudain, tout m'a semblé étranger. L'horloge comptoise, le centre de table florale sur la table basse, les peintures abstraites, le grand meuble TV, tout semblait avoir des yeux pour m'observer. Je me suis soudain souvenu des fois où Béatrice évoquait de manière inattendue des choses dont je n'avais discuté avec Clément que lorsque personne d'autre n'était à la maison. À l'époque, je pensais qu'elle l'avait deviné ou qu'elle l'avait entendu par hasard. Maintenant, je comprenais. Peut-être que mon mari et moi n'avions jamais vraiment eu d'espace privé. J'ai baissé les yeux vers sa jambe. L'épais plâtre blanc, qui semblait si lourd pendant la journée, était maintenant partiellement desserré. Clément a délicatement écarté la couche de tissu extérieur pour me montrer. À l'intérieur, ce n'était pas du tout de la fibre de verre solide comme je le pensais, mais une attelle amovible habilement dissimulée. Ses jambes présentaient encore des ecchymoses et des gonflements, mais ce n'était pas cassé au point d'être immobile. J'étais à la fois soulagée qu'il ne soit pas autant en danger que je l'imaginais et étouffée par la colère. « Tu m'as menti ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Tu sais à quel point j'étais inquiète ? J'ai eu tellement peur ces 2 derniers jours que je ne pouvais même plus respirer. » Clément m'a regardé longuement. Un éclair de tristesse a traversé ses yeux, mais il a gardé une voix basse et assurée. « Je ne t'ai pas menti pour plaisanter, et je ne te l'ai pas caché par manque de confiance. Je l'ai fait pour que tu agisses naturellement devant eux. Si tu l'avais su plus tôt, le moindre changement dans ton regard m'aurait trahi auprès de ma mère et de Christophe. » J'avais la gorge serrée. Les reproches restaient bloqués dans ma gorge. Mais en voyant son visage tendu, j'ai compris que ce n'était pas une mince affaire. Il parlait lentement, pesant chaque phrase de peur d'être entendu. La chute de l'échelle en bois dans le jardin n'était pas un accident. Il avait délibérément choisi la vieille échelle, choisi le moment où toute la famille était présente, et choisi un endroit où tomber qui paraissait dangereux, mais où il avait calculé sa chute pour éviter toute blessure grave. Juste après cela, le docteur Peterson, un ami proche de l'époque, où Clément travaillait dans un atelier de mécanique, a été appelé sous le couvert d'un médecin privé de conciergerie. Cet homme a mis le bandage, l'attelle, et a donné des instructions détaillées devant toute la famille, faisant croire à tout le monde que la jambe de Clément était vraiment broyée. Ma tête tournait. « Pourquoi as-tu dû aller aussi loin ?» ai-je demandé. « Si tu soupçonnais quelqu'un, tu aurais pu me le dire à la police ou à un avocat.
Pourquoi utiliser ton propre corps pour les tester? Clément a esquissé un léger sourire, totalement dépourvu de joie. Il a répondu, parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas de la monnaie de poche, ni quelques documents. Ils me veulent mort dans un accident qui semble tout à fait naturel. J'ai senti mon cœur rater un battement. La pièce était plongée dans un silence de mort, à l'exception du tic-tac sec de l'horloge comptoise. J'ai serré le bord de la couverture, essayant de m'empêcher de pleurer. Clément a continué. Avant l'accident, j'ai remarqué que ma famille faisait des mouvements très étranges. Maman était trop préoccupée par l'endroit où j'allais, ce que je faisais et si je conduisais moi-même. Christophe et Bastien évoquaient fréquemment l'assurance vie, les accidents, les risques professionnels et les dangers de l'atelier de réparation. Au début, je trouvais ça juste agaçant. Puis j'ai découvert une énorme police d'assurance décès et mutilation accidentelle à mon nom. J'ai immédiatement demandé. C'est ton assurance, donc je suis ta femme. La bénéficiaire devrait être moi, n'est-ce pas? Clément m'a regardé avec des yeux lourds. C'est exactement le problème. Le bénéficiaire a été changé, mais pas pour ton nom. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il n'a pas tout expliqué tout de suite, mais cela suffisait pour que je comprenne qu'il y avait une main très sale derrière tout ça. Clément a dit que le voyage de la famille aux Seychelles n'était pas seulement pour le tourisme. Il l'avait planifié à l'avance, mais sa jambe cassée a tout gâché. Au lieu d'annuler le voyage pour s'occuper de lui, ils y sont allés quand même, partant même précipitamment. À l'extérieur, c'était des vacances, des photos de yachts et de la détente. Mais à l'intérieur, c'était peut-être une excuse pour nous éviter tout en discutant de la manière de gérer un plan qui avait échoué. Il parlait si doucement que j'ai dû me pencher tout près pour l'entendre. Si je ne me trompe pas, ils pensent que je suis réellement blessée. Ils auront quelques jours pour préparer leur prochain coup, et nous n'avons que ce laps de temps pour trouver des preuves irréfutables. Je suis restée immobile. Le sentiment d'être trahi, surveillé et poussé vers le danger, tout cela à la fois, m'a laissé vide. On dit souvent que les liens du sang sont les plus forts, et que les frères et sœurs, même s'ils se détestent, partagent toujours ce lien. Mais dans cette maison, tout semblait avoir été déformé par l'argent. J'ai regardé Clément. Ma voix s'est étranglée. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Il a saisi ma main. Elle était un peu froide, mais très ferme. Fais-moi confiance. À partir de maintenant, ne mange ni ne bois rien de ce qu'ils ont laissé derrière eux. N'appelle personne dans cette maison, et ne montre aucune peur. J'ai hoché la tête, même si les larmes montaient. Clément a levé les yeux vers la caméra cachée derrière la fausse fougère, puis s'est recouché lentement, remettant la telle en position. Avant de fermer les yeux, et a ajouté une phrase qui m'a donné la chair de poule. Ce soir, nous devons entrer dans le bureau de papa. Il y a quelque chose là-dedans qui prouve que je n'imagine pas tout ça. Mais avant de raconter cette nuit terrifiante, je dois revenir un peu sur le passé de Clément pour que vous puissiez comprendre pourquoi il a toujours été traité comme un paria dans cette maison. À dire vrai, dès mes premiers jours en tant que belle-fille, j'ai entendu trop de choses malveillantes sur mon mari. Le plus amer, c'est que ces mots ne venaient pas d'étrangers, mais de ses propres parents et de ses frères. La première fois que je suis allée chez Clément pour rencontrer sa famille, Béatrice était assise devant l'immense îlot de marbre de la cuisine, m'a toisé et a soupiré. Elle a dit « De toutes les personnes que tu aurais pu épouser, pourquoi as-tu dû choisir Clément? Il nous donne des maux de tête depuis qu'il est gosse. Il souffrait d'un terrible TDAH, détestait étudier et était malicieux comme un démon. Les directeurs nous invitaient dans le bureau de l'école, plus souvent que nous n'assistions au dîner du country club. Elle parlait sur un ton à moitié plaisantin, mais je n'y entendais absolument aucun amour, seulement du mépris et de l'embarras. Charles-Henri était encore plus dur. C'était un homme d'affaires de peu de mots, mais chaque fois qu'il mentionnait Clément, ses paroles étaient comme des pierres jetées dans un cœur. Une fois, lors d'un dîner du réveillon de Noël, il a posé son verre de scotch et a dit froidement « Cette famille a 2 fils convenables, Christophe et Bastien. Quant à Clément, honnêtement, il ne fait que faire honte au nom des Lemaire. » Assise à côté de Clément, ma main s'est figée sur ma fourchette. Clément gardait la tête baissée, continuant à manger comme s'il en avait l'habitude, comme si ses mots l'avaient transpercé tant de fois qu'il ne cherchait même plus à les esquiver. Mes 2 beaux-frères, Christophe et Bastien, étaient complètement différents. Dès leur plus jeune âge, la famille avait placé toutes ses attentes en eux. Christophe, l'aîné, a été envoyé à HEC Paris et présenté à des investisseurs en capital risque par son père très tôt. Bastien, le second fils, était beau parleur et savait comment charmer ses parents. Il était donc lui aussi choyé. Chaque fois que des invités venaient, Béatrice s'en vantait d'une voix fière. Mon fils Christophe a l'étoffe d'un PDG de grande entreprise et Bastien est brillant. Il ne se laissera pas dépasser par son frère. Clément n'était jamais mentionné, ou s'il l'était, ce n'était que pour servir de toile de fond au succès de ses frères. À l'époque, j'ai demandé une fois à Clément s'il se sentait triste. Il a juste souri faiblement et a répondu « Être triste éternellement devient fatigant. Les gens m'ont déjà assigné un rôle. Plus j'essaie de me justifier, plus je ressemble à quelqu'un qui cherche désespérément à prouver quelque chose. » Cette phrase est restée gravée en moi. Derrière ce sourire calme, je savais qu'il avait enduré beaucoup d'humiliations. Tout le monde né dans une famille aisée ne reçoit pas forcément assez d'amour. Certains enfants,
même dans leur propre maison, ont l'impression de n'être que des locataires dans le cœur de leurs parents. Clément m'a dit que quand il était jeune, il n'était vraiment pas un bon élève. Il était hyperactif, têtu, et ne rentrait pas dans le moule que son père avait créé, mais il n'a jamais été une mauvaise personne. Il n'était tout simplement pas le genre de fils que ses parents voulaient montrer à leurs amis de la haute société. Pendant que Christophe et Bastien recevaient une éducation poussée en langues étrangères et en finance, et que tout leur réseau était organisé par leurs parents, Clément est entré dans le monde réel, les mains vides. Il a conduit des camions de livraison sous la neige, travaillé comme cariste dans des entrepôts jusqu'à ce que ses épaules soient couvertes de bleu, et réparé des machines lourdes dans un vieil atelier plein de graisse. Ce sont ces années rudes qui ont forgé chez Clément quelque chose qui manquait à ses deux frères, la résilience et un bon flair pour les gens. Il savait à quel point il était difficile de gagner 1 euro, comprenait l'hypocrisie des poignées de main mondaines et savait que les gens qui vous sourient ne vous veulent pas forcément du bien. Il m'a dit un jour, « Je n'ai pas peur d'être ruiné. J'ai seulement peur d'être assez stupide pour laisser les autres se jouer de moi. » À l'époque, je pensais qu'il parlait simplement d'expérience de vie. J'étais loin de me douter que cette vigilance lui sauverait plus tard la vie. Après quelques années à travailler pour les autres, Clément a commencé à économiser et a ouvert une entreprise de réparation et de location d'équipements lourds. Au début, ce n'était qu'un hangar en aluminium rouillé dans une zone industrielle, d'une chaleur étouffante en été et glaciale en hiver. Je me souviens encore du premier jour où il a loué cet espace. Il se tenait au milieu de la dalle en béton poussiéreuse, me souriant comme un enfant. « Sandrine, il n'y a encore rien ici. Mais il y aura quelque chose bientôt. » Je l'ai cru. Et petit à petit, il a eu des clients, des mécaniciens, des contrats massifs avec des entreprises de construction, et finalement sa propre entreprise. Ce qui était le plus précieux, c'est que même si ses affaires prospéraient, Clément ne rentrait jamais à la maison pour s'en vanter. Il gardait ses habitudes simples, venait toujours pour les fêtes, aidait toujours à payer les factures médicales de ses parents, et sortait toujours ses frères du pétrin quand ils en avaient besoin. Mais son silence était traité par sa famille comme une excuse pour le mépriser. Béatrice a dit une fois devant moi, « Il gagne quelques balles en jouant avec des tracteurs et se prend pour un génie, mais les gens comme lui n'ont aucune base solide en entreprise. Tôt ou tard, il fera faillite. » J'étais furieuse d'entendre ça, mais Clément a juste pris ma main sous la table, me faisant signe de laisser tomber. En revanche, Christophe et Bastien affichaient de plus en plus une façade glamour. Ils ont ouvert une chaîne de magasins de luxe important des meubles de designers italiens, avec des vitrines éclatantes en centre-ville. Le jour de l'ouverture, ils ont même invité des célébrités locales, engagé des équipes de presse et posté des photos partout sur Instagram. Charles-Henri et Béatrice étaient incroyablement fiers, se vantant partout que leurs 2 fils aînés menaient des affaires internationales. Mais j'ai remarqué qu'après ces fêtes extravagantes, Christophe commençait à froncer les sourcils plus souvent. Bastien passait sans cesse des appels téléphoniques et s'éclipsait pour faire les 100 pas dans l'allée. Le magasin semblait animé, mais le renouvellement du personnel était élevé. Les stocks invendus s'accumulaient dans les entrepôts et le loyer mensuel exorbitant est devenu un fardeau pesant. Depuis que les entreprises des frères commençaient à montrer des signes de difficulté, l'attitude de la famille envers Clément a commencé à changer. Ce n'est pas qu'ils l'aimaient davantage, mais ils sont devenus mielleux d'une manière très calculatrice. Béatrice demandait soudain souvent si l'entreprise de Clément avait signé de gros contrats commerciaux ce trimestre. Charles-Henri l'appelait de temps en temps dans son bureau pour boire un scotch, disant des choses comme « Les frères doivent se soutenir mutuellement dans leur portefeuille ». Christophe et Bastien ne se moquaient plus de lui devant les invités. Cependant, la façon dont il regardait Clément avait quelque chose de très troublant, un mélange de jalousie et de pure cupidité. Je pensais naïvement qu'il voyait simplement que Clément avait des liquidités et voulait s'appuyer sur lui. Chaque famille a des moments où ceux qui s'en sortent le mieux doivent aider ceux qui sont en difficulté. Je me réconfortais avec cette pensée. Mais avec le recul, chaque changement avait une raison. Il ne voyait pas seulement le bon flux de trésorerie de l'entreprise de Clément. Il voyait quelque chose de bien plus terrifiant. Une énorme police d'assurance vie à son nom. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, à leurs yeux, Clément n'était plus le fils qui faisait honte au nom de la famille. Il était devenu de l'argent liquide sur pattes, une somme qui, s'il disparaissait de la bonne manière, sauverait tout leur empire. Ces changements étaient subtils au début, si subtils que si je ne les avais pas reliés plus tard, je ne les aurais peut-être jamais remarqués. Quelques jours avant que Clément ne tombe de l'échelle, Béatrice a soudainement pris un intérêt inhabituel pour sa santé. Une mère qui avait l'habitude d'entendre son fils tousser et de lui dire simplement de prendre un Advil et d'arrêter d'être faible, demandait soudainement matin et soir si Clément était fatigué, s'il avait des maux de tête ou s'il avait des vertiges. Cette inquiétude ne me réchauffait pas le cœur. Au contraire, elle me donnait un frisson rampant. Un jour, elle est allée personnellement à la cuisine et a préparé un bouillon d'os détox bio. Elle a versé une grande tasse spécifiquement pour Clément, l'a posée devant lui et a dit très doucement
Tu as trop travaillé sur le chantier ces derniers temps. Tu as besoin de te nourrir. La richesse est une bonne chose, mais c'est la santé qui compte. Si un étranger entendait cela, il penserait qu'elle aimait tendrement son fils cadet. Mais assise à côté d'elle, je sentais que son ton était trop mielleux. Et la façon dont elle regardait Clément ne ressemblait pas à de la pitié maternelle, mais plutôt à quelqu'un qui attendait qu'il boive jusqu'à la dernière goutte. Clément a juste souri, a pris la tasse, l'a sentie et l'a reposée. « Je viens de prendre mon médicament pour les reflux gastriques. Je le boirai plus tard », a-t-il dit. Béatrice s'est figée une brève seconde, mais a réussi à garder son sourire. Quel rapport entre un médicament pour les reflux et un bouillon bio? J'ai passé tout l'après-midi à le faire mijoter. Bois-le pour me faire plaisir. Clément a répondu doucement. Je n'ai plus faim, maman. L'ambiance autour de l'îlot de cuisine est retombée. Christophe a lancé un regard noir à Clément, tandis que Bastien tapotait sa cuillère contre son bol en ricanant. Notre petit frère fait sa star maintenant. Maman cuisine pour lui et il refuse. En plus du bouillon d'os, Béatrice a également préparé une infusion artisanale pour dormir pour Clément, la gardant dans un thermos. Elle disait que la boire l'aiderait à bien dormir et à soulager le stress, ajoutant qu'un PDG comme Clément avait besoin de garder l'esprit clair. Clément a accepté le thermos devant tout le monde et l'a remercié poliment. Mais plus tard, quand il est monté dans notre chambre, il a discrètement versé le thé dans l'évier de la salle de bain principale. J'ai demandé avec surprise. Si tu ne veux pas le boire, refuse simplement dès le début. Pourquoi faire ça? En regardant le liquide ambré tourbillonner dans la bonde, il a répondu d'une voix basse. Parfois, leur refuser en face donne l'impression que c'est nous qui cherchons la bagarre. Le jeter permet de garder la paix. À ce moment-là, je n'avais pas pleinement saisi le sens de ses paroles. Je pensais simplement que Clément n'aimait naturellement pas les toniques holistiques bizarres et ne voulait pas offenser sa mère. Mais avec le temps, j'ai vu que les choses n'étaient pas si simples. Un après-midi, j'ai apporté du café au bureau de mon beau-père et j'ai entendu Christophe parler très bas à l'intérieur. La porte était entr'ouverte et la climatisation centrale vrombissait. Donc, je n'ai saisi que des fragments de mots, mais le mot versement est parvenu très clairement à mes oreilles. Puis est venue la voix de Bastien. Tant que le rapport du médecin légiste est propre, ils vireront les fonds. Je suis restée figée devant la porte, le plateau de café entre mes mains devenant froid. À l'intérieur, Charles-Henri a dit quelque chose très doucement, d'un ton sévère et lourd. Au moment où j'allais frapper, Christophe a soudainement ouvert la porte. Il m'a vu, un éclair de pure panique est apparu dans ses yeux, avant de se transformer instantanément en un sourire d'homme d'affaires poli. « Sandrine, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai rapidement tendu le plateau en disant « J'ai juste apporté du café pour Charles-Henri. » Bastien est sorti de l'intérieur en riant maladroitement. Nous discutions juste de la réservation des billets pour les Seychelles. La première classe est si chère de nos jours. Nous devons calculer chaque centime. Ils ont changé de sujet si vite que c'en était maladroit. Charles-Henri était assis derrière son immense bureau en acajou. Son visage était froid comme la pierre. Il ne me regardait pas. Il a juste dit « Laisse ça là et ferme la porte. Les hommes discutent d'affaires. Les belles filles ne devraient pas fouiner et compliquer les choses. » Cette remarque m'a laissée à la fois irritée et mal à l'aise. À partir de ce jour-là, chaque fois que je les entendais mentionner le voyage aux Seychelles, je me souvenais du mot versement. Quel genre de vacances rend tout le monde aussi tendu que s'ils discutaient d'une question de vie ou de mort? Clément agissait différemment pendant cette période lui aussi. Il recevait souvent des appels étranges, généralement de numéros masqués. Chaque fois que son téléphone vibrait, il fixait l'écran pendant un long moment avant de répondre. Parfois, il allait jusqu'au patio du jardin, parlait moins d'1 minute, raccrochait, puis restait silencieux sous le chêne pendant un long moment. Quand je lui demandais qui appelait, il disait juste que c'était des fournisseurs problématiques. Mais ayant été sa femme pendant des années, je savais que cette expression n'était pas celle de quelqu'un qui gère des problèmes de chaîne d'approvisionnement habituels. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Clément s'est assis sur le bord du lit, regardant par la fenêtre pendant un long moment. Allongé à côté de lui, je sentais que le silence était trop lourd et j'ai demandé « Tu stresses encore pour le parc d'équipement ?» Il ne s'est pas retourné, mais a posé une question très étrange. « Sandrine, si un jour je ne suis plus là, y a-t-il quelqu'un dans cette maison en qui tu aurais confiance ?» Je me suis redressée d'un coup, le grondant immédiatement d'être aussi morbide. « Ne dis pas de bêtises, tout va bien. » Pourquoi porter la poisse? Clément s'est tourné vers moi, ses yeux étaient si profonds que j'en ai eu le souffle coupé. Il n'a pas discuté, il a juste dit « Je te demande ça pour savoir si tu as une stratégie de sortie. » Cette phrase m'a tenue éveillée toute la nuit. J'étais en colère contre lui parce qu'il disait des choses sinistres. Mais au fond de moi, une peur latente s'est installée. Le lendemain matin, Clément a agi tout à fait normalement. Il a pris son petit déjeuner et s'est promené dans le jardin, vérifiant le système d'arrosage, comme si de rien n'était. Vers midi, alors que toute la famille était assise sur le patio à boire du thé glacé, il a soudainement dit qu'il y avait beaucoup de branches mortes sur le vieux chêne et qu'il allait grimper pour les élaguer avant qu'une tempête n'éclate. Avant que je puisse l'arrêter, il avait traîné la vieille échelle en bois et l'avait appuyée contre le tronc épais. D'habitude, Clément était très prudent.
Si quelque chose était dangereux, il portait toujours un équipement de sécurité. Pourtant, ce jour-là, il a grimpé à l'échelle avec désinvolture, sous les yeux de ses parents et de ses 2 frères. Je me tenais en bas, levant les yeux, ressentant soudain un malaise nauséeux. Au moment même où Clément tendait la main avec le sécateur, l'échelle a glissé violemment. Un fracas sec et retentissant a résonné alors que tout son corps s'écrasait sur le patio en briques, sa jambe heurtant le bord du bac à fleurs en pierre. J'ai crié et je me suis précipitée vers lui, mon cœur semblant sur le point d'éclater. Clément a saisi sa jambe, le visage pâle, la sueur perlant sur son front. Sa jambe a gonflé à une vitesse incroyable. C'était terrifiant. Je pleurais et je l'appelais par son nom. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais même pas à composer le 17 correctement. Mais dans ce moment de chaos, j'ai remarqué Béatrice. Elle ne s'est pas précipitée immédiatement. Elle est restée figée sur les marches de la terrasse, fixant Clément intensément. L'expression sur son visage n'était pas la panique d'une mère voyant son fils tomber. Cela ressemblait plutôt à une profonde déception, parce que les choses ne s'étaient pas avérées aussi fatales qu'elle l'espérait. Ce n'est que quelques secondes plus tard qu'elle a accouru, en gémissant de façon théâtrale. Mais ces quelques secondes sont restées gravées dans l'esprit de Clément. Il m'a dit plus tard que c'était précisément ce regard qui l'avait rendu certain d'une chose. Il n'avait pas peur qu'il ait eu un accident terrible. Ils avaient seulement peur que l'accident ne soit pas assez grave. La chute sous le chêne n'était pas la fin. C'était la pierre qu'il jetait dans le lac pour voir quel monstre se cachait dans les profondeurs. Après le départ du docteur Peterson, le jour de la chute de Clément, les choses semblaient paisibles en apparence. Clément restait alité avec sa jambe dans une attelle, tandis que je m'occupais de lui, de ses repas à ses médicaments. La belle famille continuait de préparer son voyage aux Seychelles comme prévu, semblant même plus joyeuse qu'avant. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Ce n'est que la nuit de leur départ, quand Clément s'est soudainement redressé dans le salon plongé dans l'obscurité totale, que j'ai réalisé que ce calme n'était qu'un voile fin recouvrant un piège mortel. Clément a ajusté l'attelle de sa jambe, puis a glissé sa main sous le matelas et en a sorti une petite clé étroitement enveloppée dans du ruban adhésif noir. Mon cœur battait la chamade en la regardant. Elle ne ressemblait pas aux clés standards des chambres ou des placards de la maison. Elle était plate, ternie et présentait une longue rayure visible sur la tige. Clément l'a placée dans la paume de ma main et a chuchoté que lui en avait fait un double il y a longtemps. Le bureau de son père contenait ce qu'il avait besoin de voir, mais normalement, il était impossible d'y entrer. J'ai regardé le couloir sombre, la gorge sèche. Es-tu sûr que c'est sans danger en ce moment? Et si les caméras enregistrent encore? Clément a secoué la tête. Donne-moi ton téléphone. Sur l'écran se trouvait une petite interface de contrôle affichant des grilles claires et sombres. Il a dit qu'il utilisait un brouilleur de signal Wi-Fi temporaire, juste assez pour figer les caméras Verisure du salon et du couloir pendant environ 15 minutes. Entendre cela m'a rendue encore plus anxieuse. L'homme en face de moi était toujours mon mari, mais à ce moment-là, il semblait être quelqu'un d'autre. Calme, méticuleusement préparé, et bien plus terrifiant que l'homme souffrant de la journée. J'ai aidé Clément à se lever à l'aide de ses béquilles, il a fait un pas après l'autre dans le couloir. Bien que sa jambe ne soit pas brisée, les ecchymoses profondes lui causaient toujours une réelle douleur. Chaque fois que l'embout en caoutchouc de la béquille frappait le parquet, mon cœur ratait un battement, craignant que le son ne soit trop fort. La grande demeure bourgeoise était si silencieuse à minuit que même notre respiration s'entendait distinctement. Sur les murs pendaient des portraits de familles soignées, pris par un professionnel. Charles-Henri avait l'air sévère. Béatrice élégante, Christophe et Bastien souriaient joyeusement dans leurs costumes sur mesure. Clément se tenait au bord du cadre, ressemblant à un spectateur accidentel. Le bureau de Charles-Henri était au bout du couloir du rez-de-chaussée. Pendant la journée, il était toujours fermé à clé, les lourds rideaux de velours tirés, et personne n'était autorisé à y entrer. Béatrice avait dit un jour qu'il y avait des documents d'entreprise hautement confidentiels à l'intérieur. Alors que Clément insérait la clé dans le verrou, sa main a légèrement hésité. J'ai entendu un très léger déclic alors que la serrure tournait. Pourtant, un frisson glacial m'a parcouru l'échine, comme si les portes de l'enfer venaient de s'ouvrir. À l'intérieur, la pièce sentait le vieux cuir, le papier et les cigares de luxe. Sur le bureau trônait une lampe de lecture en laiton, un verre à whisky en cristal non lavé et plusieurs dossiers Kraft soigneusement empilés. Clément n'a pas allumé le lustre, utilisant seulement la faible lueur de son téléphone pour se diriger. Il s'est dirigé droit vers les étagères en acajou encastrées derrière le bureau. Clément a passé ses doigts le long du bord de la plainte et a doucement appuyé sur un tenon caché. Un léger bruit sec a retenti et un panneau secret s'est ouvert, révélant un dossier sous plastique et une clé USB noire. J'ai retenu mon souffle en le regardant les sortir. Il m'a confié être venu ici avec son père la dernière fois et l'avoir vu ouvrir ce compartiment par accident. C'est là qu'il avait commencé à avoir des soupçons. Je lui ai demandé s'il savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a répondu que non. Il savait juste que s'il cachait quelque chose, il ne le cacherait certainement pas dans un coffre de banque hors de leur contrôle immédiat. J'ai ouvert le dossier d'une main tremblante.
La première page était une police d'assurance décès et démembrement accidentel au nom de Clément Lemaire. Le montant de l'indemnisation m'a stupéfié. C'était tellement colossal que n'importe quelle personne normale pourrait comprendre pourquoi un cœur avide pourrait devenir malveillant. J'ai continué à tourner les pages, de plus en plus glacée à chaque fois. Au départ, la bénéficiaire était l'épouse légale, c'est-à-dire moi, mais à l'arrière était joint un avenant modifiant les prestations, transférant la vaste majorité des millions d'euros à Charles-Henri et Béatrice. J'ai levé les yeux vers Clément. Il n'a rien dit, il a juste pris l'avenant. Au bas de la page se trouvait une signature portant son nom, accompagnée d'un sceau de notaire. Les traits de plume étaient incroyablement similaires. Tellement similaires que si le propriétaire lui-même ne le niait pas, j'aurais eu du mal à distinguer le vrai du faux. Clément a fixé la signature, la mâchoire serrée. Après un moment, il a dit qu'il n'avait jamais signé ça. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot martelait le sol. Ma tête tournait. Si cette signature était falsifiée et illégalement notariée, alors celui qui l'avait fait ne voulait pas seulement l'argent. Il avait méticuleusement planifié toute l'exécution. Clément a branché la clé USB noire sur son téléphone via un petit adaptateur. Plusieurs dossiers nommés avec des chiffres aléatoires sont apparus à l'écran. Il a ouvert le premier fichier audio. Au début, il n'y avait que des parasites. Puis la voix de Christophe a résonné, basse mais claire. S'il meurt de la bonne façon, nos dettes sont effacées du jour au lendemain. Mes jambes sont devenues raides, comme si toute ma force s'était évanouie. Immédiatement après, la voix de Bastien a suivi. On ne peut pas être imprudent dans la maison. Il faut que ça ressemble à un accident tragique. Aussi naturel que possible. Les compagnies d'assurance envoient des enquêteurs privés pour tout, de nos jours. J'ai plaqué mes mains sur ma bouche, de peur d'éclater en sanglots. Ce n'était plus seulement des soupçons. C'étaient les voix de personnes discutant de la vie de mon mari, comme s'il s'agissait d'un actif à liquider. Clément a éteint l'audio, mais la pièce semblait encore résonner des voix de ses frères. Je l'ai regardé et j'ai vu que ses yeux étaient rouges, bien qu'ils ne contiennent aucune larme. Peut-être que cette douleur avait dépassé la capacité de pleurer. Être pris pour cible par des inconnus est déjà assez terrifiant, ai-je chuchoté, mais voir son meurtre calculé par sa propre chair et son propre sang fait 100 fois plus de mal. Je l'ai supplié d'aller à la police tout de suite, d'appeler le 17. Clément a secoué la tête. Ça ne suffit pas. Ce ne sont que des copies et des clips audio fragmentés. S'ils prétendent que c'est un montage audio, nous n'aurons toujours pas l'avantage face à leurs avocats coûteux. J'ai besoin des originaux. J'ai besoin de savoir qui a notarié l'avenant, qui a changé les bénéficiaires et qui détient les vrais dossiers. Il a regardé vers la porte, la voix rauque. Ils ne sont pas allés aux Seychelles pour siroter des cocktails. Ils voulaient se créer un alibi en béton, prouvant que toute la famille était hors du pays quand l'accident arriverait. Si nous n'agissons pas en premier, ils effaceront tout dès qu'ils remettront les pieds sur le sol français. J'ai serré le dossier contre ma poitrine, comme si je tenais un bloc de glace. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Clément a posé ses mains sur mes épaules, me regardant droit dans les yeux. Ce soir, nous devons tout photographier et l'envoyer à Maître Durand. Ensuite, nous devons trouver les originaux avant qu'ils ne modifient leur vol pour revenir plus tôt. Et s'ils s'en aperçoivent? Ai-je demandé, la voix tremblante. Clément resta silencieux quelques secondes, puis parla très lentement. Alors, je ne serai pas le seul. Tu ne pourras pas vivre en paix non plus. À ce moment précis, un petit bip retentit dans le couloir. L'écran du téléphone de Clément clignota en rouge. La caméra brouillée allait redémarrer. Il rassembla immédiatement les documents et remit tout exactement à sa place, ne gardant que la clé USB et les photos qu'il venait de prendre sur son téléphone. Je me tenais près de la porte, l'oreille tendue au moindre bruit. Dans ce court instant, j'ai réalisé que ma vie avait basculé. De simple femme au foyer, dans une grande demeure bourgeoise, ne sachant que cuisiner et soigner son mari malade, j'étais désormais entraînée dans une course à enjeux, élevée contre ma belle famille milliardaire, où un seul faux pas pouvait nous coûter la vie. Clément et moi nous battions contre chaque minute restante. Après que le bip nous a averti que la caméra allait se réactiver, il a refermé prestement le panneau secret, le remettant exactement en place. Pendant ce temps, j'utilisais un chiffon en microfibre pour essuyer toutes les surfaces que nous avions touchées. Chaque mouvement devait être incroyablement léger et précis, comme si personne n'avait jamais mis les pieds dans cette pièce. Mais juste au moment où Clément allait se lever, sa main s'est figée. Ses yeux se sont posés sur le bord inférieur du classeur contre le mur, où une légère éraflure était presque entièrement masquée par le tapis persan. Il m'a fait signe de ne pas bouger, puis s'est appuyé sur ses béquilles pour s'approcher. Je l'ai regardé se baisser, utilisant ses ongles pour forcer la boiserie inférieure. Au début, rien ne s'est passé. Clément a pincé les lèvres, a palpé un peu plus bas et a appuyé fermement sur une minuscule dépression. Un léger clic a retenti, si faible que si nous n'avions pas été dans cette pièce au silence de mort, je ne l'aurais probablement pas entendu. Le panneau s'est ouvert pour révéler un interstice étroit, laissant apparaître un coffre-fort mural en acier massif. Mon cœur battait la chamade tandis que je fixais le clavier numérique. Il s'avérait que cette pièce n'avait pas qu'un seul compartiment secret. Charles-Henri avait mis en place plusieurs niveaux de secret, l'un cachant l'autre. Comme s'il craignait que même le fisc ou sa propre famille ne découvre tout.
Clément n'a pas essayé de l'ouvrir tout de suite. Il a utilisé la lampe de poche de son téléphone pour examiner attentivement le clavier, puis a testé une suite de chiffres. Incorrect. L'écran du coffre a clignoté en rouge. J'étais si nerveuse que mes mains étaient trempées de sueur. Clément a réfléchi quelques secondes, puis a saisi la date d'anniversaire de Charles-Henri. Toujours incorrect. J'ai chuchoté. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter? Et si ça déclenchait une alarme silencieuse chez Verisure? Clément n'a pas répondu immédiatement. Il a levé les yeux vers la plaque de distinction d'entreprise accrochée face au bureau, puis a saisi une autre séquence de chiffres. Cette fois, il y eut un lourd déclic mécanique et l'épaisse porte en acier s'est ouverte. J'étais stupéfaite. Qu'est-ce que tu as tapé? Il a répondu doucement. La date à laquelle Christophe et papa ont fondé leur holding. Pour lui, ce jour est plus mémorable que l'anniversaire de ses propres enfants. À l'intérieur du coffre, il n'y avait ni lingots d'or, ni Rolex, ni liquide. Il n'y avait que d'épaisses piles de billets à ordre, de contrats de garantie et d'engagements de paiement d'intérêts exorbitants. Tout était relié par de grosses pinces à dessin. J'ai ramassé la première pile. Le nom de l'emprunteur était Christophe Lemaire. La deuxième pile concernait Bastien Lemaire. Plus je les feuilletais, plus mes mains tremblaient. Les chiffres étaient vertigineusement élevés. Un prêt de 1 200 000 euros. Un autre de 850 000 euros, plus des intérêts de retard massifs, des frais de prolongation et des frais de garantie liés à leurs biens immobiliers personnels. Clément a utilisé rapidement la calculatrice de son téléphone, son visage s'assombrissant de seconde en seconde. « C'est combien ?» ai-je demandé, la voix n'étant plus qu'un souffle. Clément m'a regardé et a répondu lentement. « Plus de 3 millions d'euros. » J'ai cru avoir mal entendu. 3 millions d'euros, une somme suffisante pour broyer une famille ordinaire. Assez pour faire perdre leur humanité aux gens les plus faibles. Dans les documents, la plupart des remboursements finaux étaient dus dans les prochains mois. Certains n'avaient plus que 30 jours. J'ai soudain compris pourquoi ma belle famille avait récemment cessé de traiter Clément de raté en public. Pourquoi Béatrice avait soudainement préparé des bouillons d'os, infusé des thés artisanaux et pris de ses nouvelles avec cette voix mielleuse et hypocrite. Ce n'étaient pas des remords. Il calculait un massacre. Clément s'est tourné vers une épaisse enveloppe Kraft au fond du coffre. Rien n'était écrit à l'extérieur, il y avait juste un trombone rouge. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs copies originales de sa police d'assurance décès accidentel. J'ai froncé les sourcils, ayant déjà vu la police dans le dossier précédent, mais cette fois, il y avait beaucoup plus de copies. Clément l'a remarqué immédiatement. Il a posé 3 exemplaires de la police côte à côte sur le bureau, feuilletant rapidement les pages jusqu'à s'arrêter aux sections des avenants. Ses sourcils se sont contractés. Il n'avait signé qu'une seule police originale il y a des années. Pourquoi y avait-il 3 exemplaires ici? Je me suis penchée pour regarder de plus près. Les 3 étaient presque identiques, ne différant que par les dates d'ajout des avenants et les pourcentages des bénéficiaires. Le premier portait encore mon nom. Le second transférait une partie à ses parents. Le dernier avait été authentifié par un notaire il y a 6 mois. Les bénéficiaires étaient complètement modifiés. Christophe 40%, Bastien 40%, Béatrice 20%. Mon nom avait totalement disparu, comme si je n'avais jamais existé dans la vie de Clément. J'ai levé les yeux vers mon mari. Son visage n'était plus pâle. Il était d'une froideur effrayante. Il tenait l'avenant notarié et a tourné à la dernière page. Sa signature était là. Des traits nets et fluides, si identiques que c'en était glaçant. Clément a frappé le bureau de sa main. Le bruit m'a fait sursauter. Il a serré les dents et a dit « Je n'ai jamais vu ce document de ma vie ». Ce n'était plus une colère normale. Dans sa voix se lisait la douleur profonde d'être poussé dans ses derniers retranchements par sa propre famille. J'ai rapidement saisi son bras, terrifié à l'idée qu'il perde son sang-froid et gâche tout. Baisse d'un ton. La caméra va se rallumer. Clément a fermé les yeux une seconde, forçant sa colère à refluer. Puis il a pris son téléphone et a photographié chaque page importante, chaque dette, chaque avenant, chaque faux sceau de notaire. Je me tenais près de lui, surveillant la porte, tendant l'oreille vers le couloir. La maison était toujours silencieuse, mais le silence n'avait plus l'air du calme de la nuit. C'était comme si quelqu'un retenait son souffle avec nous. Juste au moment où Clément finissait de photographier la dernière page, son téléphone a soudainement vibré. Nous nous sommes tous deux figés. La lumière bleue de l'écran se reflétait sur son visage. C'était un numéro masqué inconnu. Pas de nom, pas de photo de profil. L'iMessage ne contenait que quelques mots. Ne creuse pas plus loin. Il est trop tard. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Pas arrête de chercher. Non, il est trop tard. Cette phrase sonnait comme un avertissement de quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui savait exactement ce que nous faisions. Clément a fixé le numéro pendant un long moment. J'ai vu ses articulations blanchir à force de serrer le téléphone. J'ai demandé doucement. « Est-ce que tu connais ce numéro ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Un instant plus tard, et a ouvert ses anciens dossiers de messages et a fait défiler jusqu'à des lignes enregistrées il y a des mois. C'était le même numéro masqué. Le message de l'époque disait « Conduis moins ». Les accidents ne préviennent pas. Un autre message disait « Les gens qui ne sont plus utiles font généralement souffrir toute leur famille ». En lisant cela, mes cheveux se sont hérissés sur ma tête. Clément avait donc déjà été menacé. Pas une seule fois, pas seulement un jour.
Il avait porté ses mots froids seul, vivant dans la même maison, regardant sa famille boire du vin et rire devant lui, tout en devant deviner qui voulait le mettre dans un sac mortuaire. Je me suis tournée vers lui, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Clément m'a regardé, la voix brisée. « Parce que j'ai prié Dieu de me tromper. J'espérais que ma propre famille ne soit pas tombée aussi bas. » Un petit bruit mécanique venant de l'allée nous a fait sursauter tous les deux. Clément a immédiatement éteint l'écran, a fourré le téléphone dans sa poche et a rangé les documents dans le coffre. Il a verrouillé le coffre, a remis le panneau en place et m'a entraîné loin du bureau. Avant de quitter la pièce, il s'est retourné pour regarder le bureau de son père une dernière fois. Ses yeux n'étaient plus ceux du fils méprisé d'il y a quelques années. C'étaient les yeux de quelqu'un qui comprenait que tout retard supplémentaire lui coûterait la vie. Et la vie de sa femme à ses côtés, vendue pour de l'argent par son propre sang. Dès que nous sommes sortis du bureau de Charles-Henri, Clément m'a immédiatement tiré dans l'espace sombre sous l'escalier principal. Il ne s'est pas dirigé directement vers le salon comme prévu. Au lieu de cela, il a ouvert une application sur son téléphone avec une interface très technique. J'ai vu un plan de la maison sur l'écran, avec de petits carrés représentant les caméras autour du portail principal, du jardin et du couloir menant au salon. C'est là que j'ai réalisé que durant sa préparation silencieuse, Clément n'avait pas seulement copié des clés et simulé un accident. Il avait aussi payé l'un de ses amis informaticiens pour pirater le système de surveillance de la maison de ses propres parents. Il a fait défiler rapidement les images des caméras. Le salon était toujours figé, exactement comme il l'avait prévu. Le couloir du premier étage commençait à s'éclairer à nouveau, et le jardin était normal. Mais quand il est arrivé à la caméra du portail, l'écran était noir. Clément a zoomé sur la dernière image enregistrée avant que la caméra ne s'éteigne. L'enregistrement s'était arrêté il y a moins de 15 minutes. Un frisson glacial a parcouru ma nuque. Il y a 15 minutes, mon mari et moi étions encore dans le bureau, à ouvrir le coffre-fort, à prendre des photos de documents et à lire ses messages de menaces. Si quelqu'un était au portail, cela signifiait que nous n'étions pas seulement surveillés à distance via Wi-Fi. J'ai serré le bras de Clément, ma voix tremblant tellement que je ne la reconnaissais pas. « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison ?» Clément n'a pas répondu tout de suite. Il a repassé le dernier enregistrement avant que la caméra ne lâche. Sur l'écran vert flou de la vision nocturne, le lourd portail en fer forgé était toujours fermé. Puis, au bord du cadre, une silhouette est passée très rapidement, semblant rester dans l'ombre des haies pour éviter le détecteur de mouvement. Juste après cela, le signal a disparu. Clément a serré les dents, sa voix étant à peine audible. Ce n'est pas une coupure de courant. Quelqu'un a coupé le signal volontairement. J'ai commencé à vraiment paniquer. Cette grande demeure bourgeoise m'a soudain semblé être une cage. Les portes, les murs, l'ombre des arbres dans le jardin, tout me donnait l'impression de cacher les yeux d'un tueur à gages. Je l'ai pressé désespérément. Appelons la police. Appelle le 17, tout de suite. Clément m'a tenu les épaules et m'a regardé droit dans les yeux. On ne peut pas encore. On ne sait pas qui est là dehors, ni ce qu'ils veulent prendre. Si on appelle la police maintenant et qu'ils s'enfuient d'ici demain matin, ce sera juste notre parole contre une équipe d'avocats d'affaires hors de prix. Il parlait calmement, mais je voyais la sueur perler sur son front. Clément m'a entraîné vers le grand escalier pour monter au premier étage. Il m'a ordonné de n'allumer aucune lumière, de ne pas tirer brusquement les lourds rideaux et de ne pas rester trop près des fenêtres. Nous avons monté les marches dans le noir. Chaque pas était si léger que nous retenions pratiquement notre respiration. En arrivant dans notre ancienne chambre d'amis, il a fermé la porte, mais ne l'a pas complètement verrouillée, laissant une minuscule fente. Puis il a éteint tous les appareils émettant de la lumière, baissant même la luminosité de son iPhone au minimum absolu. La pièce entière a été plongée dans une obscurité totale et épaisse. Je me suis assise à côté de Clément sur la moquette, le dos contre le pied du lit, serrant mes genoux contre moi. J'entendais distinctement les battements de mon cœur. Aucun mouvement dans l'allée en dessous, mais ce silence même rendait la situation encore plus terrifiante. Clément m'a tendu un lourd coupe-papier en acier pris dans le tiroir d'un bureau. J'ai regardé la lame tranchante, mes mains tremblant de manière incontrôlable. Il a chuchoté « Tiens-le, juste pour te sentir plus en sécurité. S'il se passe quelque chose, cours dans la salle de bain principale, verrouille le pen dormant et appelle le 17. Ne sors pas pour essayer de me sauver. » J'ai immédiatement secoué la tête, les larmes aux yeux. Il m'a serré la main. « Écoute-moi. Survise d'abord, on verra le reste après. » Environ une demi-heure plus tard, le grondement sourd d'un moteur a soudainement résonné dans la rue. Ce n'était pas fort, mais dans le silence de mort de cette zone résidentielle, c'était d'une clarté effrayante. En retenant mon souffle, je me suis approchée du bord des rideaux occultants, n'osant pas les écarter, observant simplement à travers la petite fente. Un Peugeot Expert sombre était garé à quelques dizaines de mètres du portail. Ses phares se sont brusquement éteints. Les portes se sont ouvertes, et deux hommes, portant des sweats à capuche sombre et des casquettes de baseball, en sont sortis. Ils n'ont pas sonné à l'interphone et n'ont pas appelé. Ils ont simplement marché le long du mur, d'enceinte en briques, comme s'ils savaient exactement où se trouvaient les angles morts. Le plus petit s'est penché pour vérifier le cadenas du portillon de service.
L'autre montait la garde en tenant un téléphone, jetant occasionnellement un coup d'œil vers notre balcon du premier étage. J'étais tellement terrifiée que j'ai dû me couvrir la bouche. Clément s'est penché près de moi, les yeux fixés sur le jardin en dessous. Les deux hommes parlaient très bas, mais dans le calme de la nuit, quelques phrases nous sont parvenues. Le plus petit a demandé « Est-ce qu'il est toujours dans la maison ?» L'autre a répondu « Peu importe. Pour ce voyage, on doit récupérer les versions papier. » J'ai tourné brusquement la tête vers Clément. « Les versions papier ?» Ils étaient là pour les dossiers du bureau. Cela signifiait que le cerveau de l'opération savait que nous avions touché au coffre-fort, ou du moins qu'il savait qu'il y avait quelque chose dans la maison qui devait être récupéré avant que nous ne le trouvions. Clément a levé la main, me signalant de rester silencieuse, mais son propre visage était devenu pâle. L'homme qui montait la garde a soudainement baissé légèrement son cache-cou pour parler dans son téléphone ou sa radio. Même si ce n'était qu'un bref instant sous la lumière de la lune, Clément l'a reconnu. Il a articulé presque sans un bruit. « C'est Tommy. » Je n'ai pas compris tout de suite, alors Clément a précisé, la gorge sèche. Le chauffeur privé de Christophe. Mon cœur m'a semblé être broyé. Un chauffeur-garde du corps privé ne pouvait pas s'introduire dans la demeure de quelqu'un d'autre en pleine nuit pour voler des documents sur un coup de tête. Si Tommy était là, cela signifiait que Christophe n'était pas seulement méfiant. Il avait donné un ordre explicite. Et même si Christophe était aux Seychelles, il pouvait toujours envoyer des hommes de main chez lui pour effacer ses traces. Leur réseau était plus vaste et plus sale que nous ne le pensions. En bas, dans le jardin, les deux hommes ne sont pas entrés par le portail principal. Ils se sont glissés vers l'arrière où un chemin de gravier menait aux anciennes portes de la cave et à l'entrée latérale du garage. Clément a immédiatement levé son téléphone et, à travers l'ouverture des rideaux, a pris quelques photos sans flash, les mains parfaitement stables. J'ai vu le chauffeur se pencher pour dévisser quelque chose sur le boîtier électrique principal, monté près du mur. C'était peut-être pour cela que la caméra devant le portail était désactivée. L'autre homme a marmonné. « Dépêche-toi. » Monsieur le maire a ordonné que tout soit nettoyé avant le matin. Cette phrase a glacé mon sang. Que signifiait nettoyer? Nettoyer les documents, nettoyer les preuves, ou nettoyer les gens? Clément m'a éloigné de la fenêtre. C'était la première fois depuis le début de toute cette épreuve que je le voyais vraiment effrayé, non pas pour lui-même, mais parce que nous avions été découverts bien plus tôt que prévu. Il s'est appuyé contre la cloison, a ralenti sa respiration et a dit « Ils savent que ma blessure est fausse. » Ma tête tournait. Comment pouvaient-ils savoir? Nous venions à peine de trouver les dossiers. Clément a regardé son téléphone, les yeux plissés. Soit il y a un appareil d'écoute actif dans la maison que nous n'avons pas trouvé, soit quelqu'un les a prévenus. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé dans un désespoir total. Clément est resté silencieux pendant quelques secondes. En bas, le faible bruit de métal contre métal a résonné, comme si quelqu'un crochetait une serrure. Il a serré ma main fermement, sa voix basse mais soulignant chaque mot. « À partir de maintenant, ne fais confiance à personne, même à ceux qui semblent nous aider. » Ces mots m'ont transpercé le cœur. Dans mon esprit, les images du docteur Peterson, de Maître Durand, et même des femmes de ménage, qui allaient et venaient dans cette maison, sont instantanément apparues. Si Clément avait raison, nous ne nous battions pas seulement contre une conspiration au sein d'une famille cupide. Nous étions au milieu d'un piège sophistiqué, tendu il y a longtemps, où chaque fil pouvait se resserrer autour de notre cou à tout moment. Cette nuit-là, je ne sais pas jusqu'à quelle heure je suis restée éveillée. Les deux hommes dans le jardin ont fini par partir, manifestement incapables de forcer les verrous de sécurité secondaires sans faire trop de bruit. Mais le silence qui a suivi était encore plus terrifiant que lorsqu'ils étaient apparus. Clément n'a pas dormi. Il est resté assis, appuyé contre la tête de lit, son attelle de jambes soigneusement rattaché, son téléphone posé face contre terre dans sa paume. Je me suis assise à côté de lui, les yeux fixés sur la lourde porte de la chambre, terrifiée à l'idée qu'à tout moment quelqu'un puisse l'enfoncer. Vers l'aube, Clément m'a finalement dit de retourner au salon et de m'allonger exactement à ma place précédente sur le canapé. Il a dit que les caméras Wi-Fi intérieures fonctionnaient peut-être à nouveau, normalement, et que si les images ne correspondaient pas au matin, les gens de l'autre côté auraient immédiatement des soupçons. J'ai obéi, essayant de tirer le plaid en cachemire sur moi, faisant semblant de m'être endormi d'épuisement. Mais en vérité, chaque nerf de mon corps était tendu comme une corde de guitare. Dans cette maison, même respirer fort semblait dangereux. Vers 7 heures du matin, mon iPhone a vibré. L'écran affichait un seul nom, Béatrice. J'ai regardé Clément. Il a immédiatement fermé les yeux, son visage reprenant une expression d'épuisement total, une main posée sur sa jambe comme s'il endurait la douleur tel un véritable patient. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai balayé l'écran et j'ai accepté l'appel FaceTime. Le visage de Béatrice est apparu rapidement. Elle était lourdement maquillée, ses cheveux parfaitement brochés, un foulard en soie noué autour du cou. Elle souriait, mais ce sourire m'a donné des frissons dans le dos. « Sandrine, ma chérie, comment va Clément? Est-ce qu'il a beaucoup souffert hier soir ?» Sa voix dégoulinait d'une telle fausse douceur que si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais cru qu'elle s'en souciait sincèrement. J'ai essayé de garder l'air épuisé d'une femme qui avait passé la nuit blanche à soigner son mari, en répondant doucement.
Oui, il a très mal, Béatrice. Il n'a réussi à s'assoupir qu'à l'aube, après que les médicaments ont commencé à faire effet. Béatrice a froncé les sourcils, simulant la pitié. Mon pauvre garçon, tourne la caméra pour que je puisse le voir. J'ai dirigé le téléphone vers Clément. Son jeu d'acteur était digne d'un Oscar, les yeux mi-clos, les lèvres sèches, grimaçant de temps en temps comme si une vague de douleur venait de frapper son os brisé. Béatrice a appelé. Clément, mon chéri, tu m'entends? Est-ce que ta jambe te fait toujours mal, mon fils? Clément a entrouvert un œil, la voix faible. C'est un calvaire, maman. Je ne peux même pas m'asseoir. Après avoir dit cela, il a agrippé son plâtre, la respiration saccadée. Debout à côté de lui, je ressentais à la fois de la pitié et de l'admiration car si je n'avais pas su la vérité, même moi j'aurais été dupée. Béatrice a soupiré, la voix tremblante. Je suis ici au paradis, mais j'ai le cœur brisé pour toi. Si j'avais su, j'aurais annulé le voyage pour rester à la maison et te soigner. En entendant cela, j'ai failli lâcher un rire amer. Cette mère, qui avait abandonné son fils avec une jambe cassée la veille pour se précipiter dans un salon d'aéroport, jouait maintenant le rôle de la matriarche au cœur brisé à travers l'écran d'un iPhone. Clément a gardé les yeux fermés et a répondu faiblement. « Profitez bien de la plage, vous deux. J'ai Sandrine avec moi. » C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange derrière Béatrice. Au début, j'ai supposé qu'elle se trouvait dans une suite de complexes hôteliers de luxe. Mais plus je regardais, plus cela me semblait anormal. Il n'y avait pas de balcon derrière elle, pas de vue sur l'océan, pas de tableau d'hôtel. Cela ressemblait à un bureau d'entreprise austère. Des néons blancs et crus, des murs gris, plusieurs piles de classeurs juridiques sur la table et quelques ordinateurs portables ouverts affichant des graphiques financiers. Plus loin, un terminal Bloomberg était accroché au mur, affichant des chiffres en continu, des symboles de devises offshore et des rangées de dates de virements bancaires. J'ai essayé de garder un visage normal tout en observant discrètement chaque détail. Béatrice ne semblait pas réaliser qu'elle en montrait trop. Elle a insisté. « Est-ce que le médecin a dit dans combien de temps il pourra remarcher? A-t-il besoin d'une autre IRM? Est-ce que quelqu'un est venu à la maison? » Cette dernière question m'a fait tiquer. Elle ne demandait pas si quelqu'un était venu pour nous aider. Elle demandait si quelqu'un était venu à la maison. J'ai répondu naturellement. Non, depuis que tout le monde est parti, il n'y a que Clément et moi. Clément était allongé sur le lit, mais ses doigts ont tressailli. Je savais qu'il avait lui aussi remarqué la nature inquisitrice de sa question. Juste à ce moment-là, un homme est passé derrière Béatrice. Il portait une chemise noire cintrée, ses poignets étaient couverts de tatouages des prisons russes et une épaisse cicatrice descendait de son cou jusqu'à sa clavicule. Il n'est apparu qu'un bref instant, mais ce fut suffisant pour me glacer le sang. Béatrice a immédiatement tourné la tête, son expression changeant instantanément pour une panique pure. Elle a rapidement forcé un rire. « Bref, ma chérie, j'ai un rendez-vous pour un massage. Prends bien soin de ton mari et préviens-moi immédiatement si quoi que ce soit change. » Clément a ouvert les yeux exactement à ce moment-là. Il a saisi son second téléphone prépayé caché sous la couverture, bougeant si vite que je n'ai vu l'écran s'allumer qu'une seule fois. Il avait pris une capture d'écran live photo de l'homme tatoué qui passait derrière elle. Béatrice a précipitamment mis fin à l'appel FaceTime, comme si elle craignait qu'une seconde de plus ne révèle une preuve irréfutable. L'écran est devenu noir et la pièce est retombée dans le silence. J'ai regardé Clément, la gorge serrée. Ce n'était pas un complexe hôtelier au bord de la plage, n'est-ce pas? Clément s'est redressé très lentement, l'expression de douleur disparaissant de son visage. Il a ouvert la photo qu'il venait de prendre et a zoomé sur le tableau électronique derrière Béatrice. Les chiffres étaient flous, mais quelques lignes restaient lisibles. Il y avait les noms abrégés des sociétés écrans de Christophe et Bastien, des sommes d'argent colossales en euros, des dates d'échéance de paiement massifs et des codes bancaires offshore mélangés à des noms russes. Clément l'a fixé longuement avant de dire « Ils ne sont pas aux Seychelles pour les vacances ». Je m'en doutais, j'ai répondu. « Alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas » Il m'a regardé, la voix grave. Ils rencontrent leurs créanciers. Je me suis effondrée sur le bord de la table basse. Le mot créancier a fait s'emboîter chaque pièce du puzzle dans ma tête. Les prêts de plus de 3 millions d'euros dans le coffre-fort. Le voyage organisé à la hâte vers un paradis bancaire offshore connu. Les visages tendus de Christophe et Bastien. Les discussions sur les versements. Les polices d'assurance avec des bénéficiaires modifiés. Plus rien n'était décousu. Tout formait un chemin sombre et sanglant menant directement à la vie de Clément. Clément m'a expliqué que depuis 2 ans, Christophe et Bastien ne perdaient pas seulement de l'argent à cause de la crise du commerce de luxe. Ils avaient aussi lourdement emprunté auprès d'un syndicat de placement privé clandestin, spécialisé dans le financement d'importations internationales à haut risque. Les intérêts étaient astronomiques, les conditions de garantie brutales, et les gens derrière tout ça, comme l'homme de main tatouée, n'étaient pas du genre avec qui l'on plaisante. Au début, ils ont emprunté pour s'agrandir, puis ils ont emprunté pour payer les intérêts, et finalement, la dette s'est accumulée sur la dette dans une spirale massive à la Ponzi. C'est seulement lorsqu'ils n'ont plus pu maintenir le flux de trésorerie qu'ils se sont tournés vers Clément. L'entreprise d'engins de chantier de Clément avait des actifs liquides. Clément avait une énorme police d'assurance vie. Et surtout, à leurs yeux, Clément était toujours le mouton noir sacrifiable,
le plus facile à jeter au loup. J'écoutais, mes mains et mes pieds devenant glacés. Alors, s'ils n'ont pas l'argent pour payer, que vont-ils perdre? Clément a souri amèrement. Ils perdraient leur salle d'exposition, leur grande demeure bourgeoise et tout le prestige de l'élite dont mes parents ont passé leur vie à se vanter au country club. Ils pourraient même perdre leur rotule, ou pire, j'ai compris. Pour des gens qui ne vivaient que pour sauver les apparences, comme la famille Lemaire, la mort de Clément était pratiquement une aubaine, comparée à l'idée de voir toute la famille exposée comme des débiteurs frauduleux auprès de la mafia russe. Clément a regardé la photo de l'homme tatoué sur l'écran. Parlant lentement, il a dit « J'ai rencontré ce type une fois à la salle d'exposition de Christophe, en centre-ville. Christophe a dit que c'était un investisseur européen. Maintenant, je comprends que ce n'était pas un investisseur, c'était un collecteur. J'ai frissonné. Le voyage aux Seychelles n'était pas pour fêter quoi que ce soit, ni pour se détendre. C'était une mission désespérée, pour supplier d'obtenir un délai ou pour négocier. Et si la négociation échouait, la personne qui paierait le prix par le sang serait mon propre mari. » Clément a éteint son téléphone, le regard plus froid que jamais. À partir de maintenant, ils vont être désespérés. Les usuriers font pression d'un côté. L'indemnité d'assurance n'a pas encore été perçue de l'autre. Ils n'attendront pas longtemps. J'ai regardé l'homme en face de moi, soudain terrifié par cette famille que j'appelais ma belle famille depuis quelques années, parce qu'à présent, leur mobile était brutalement clair. Ils voulaient Clément mort pour l'échanger contre un ticket de sortie afin d'éponger un trou de plusieurs millions d'euros. Immédiatement après l'appel vidéo avec Béatrice, Clément a cessé d'hésiter. Il savait que les choses avaient dépassé le stade de la simple cupidité corporative au sein de la famille. Une fois que Christophe et Bastien étaient impliqués avec un syndicat international, sa vie n'était plus seulement entre les mains de ses parents ou de ses frères biologiques. Elle pouvait être décidée par de parfaits étrangers, des tueurs à gages qui ne regardaient que les registres comptables, pas les liens familiaux, la moralité ou la vie humaine. Clément a pris son téléphone prépayé et a appelé Maître Durand. Maître Durand était quelqu'un qui avait aidé l'entreprise d'équipement de Clément à gérer quelques litiges contractuels féroces. C'était un avocat teigneux, discret, et qui savait parfaitement comment obtenir des preuves admissibles. Depuis la nuit précédente, Clément avait l'intention de lui envoyer les documents, mais parce que Tommy et l'autre type rôdaient autour de la propriété, il n'avait pas osé agir précipitamment. Maintenant, sachant que sa famille n'était pas en vacances comme elle le prétendait, il a décidé qu'il devait prendre contact immédiatement. Cependant, le téléphone a sonné longtemps avant de tomber sur le répondeur. Clément a appelé une deuxième fois, puis une troisième. Toujours rien, à part de longues tonalités qui finissaient par couper. De côté de lui, je devenais de plus en plus inquiète. Un avocat de haut vol comme Maître Durand laissait rarement son iPhone hors de portée, d'autant plus que Clément lui avait envoyé un message auparavant pour dire qu'il y avait une urgence vitale. J'ai demandé tout bas « Il est peut-être à une audience ?» Clément a secoué la tête, les yeux rivés sur l'écran. Non, s'il était en déposition, son assistant répondrait par SMS. Ce genre de silence radio est terrifiant. Les 3 heures suivantes m'ont semblé durer 3 ans. Pendant ce temps, Clément faisait semblant de se reposer, bien en vue de la caméra de surveillance, tout en consultant discrètement sur son téléphone, caché les photos qu'il avait prises la veille. J'allais et venais dans la cuisine, essayant d'avoir l'air normal, préparant du porridge, faisant la vaisselle, servant des verres d'eau à mon mari, mais mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. L'eau a débordé sur le plan de travail en granit à plusieurs reprises. Je n'arrivais pas à me concentrer. Une seule pensée tournait en boucle dans ma tête. Et s'il était aussi arrivé quelque chose à Maître Durand? À qui d'autre pouvions-nous faire confiance? Vers midi, le téléphone de Clément a enfin vibré. Le nom de Maître Durand s'est affiché sur l'écran. Clément a répondu immédiatement, mais sans mettre le haut-parleur. J'ai seulement vu son expression changer brusquement, d'abord tendue, puis stupéfait, et enfin pâle comme un mort. Comme s'il venait d'entendre quelque chose d'incroyable, il a murmuré très bas. « Maître Durand, je suis à la maison. » Il y a eu un silence si long à l'autre bout du fil que j'ai cru que la communication avait coupé. Puis j'ai entendu faiblement la voix de Maître Durand sortir de l'écouteur, grave et pressante. Impossible. Ce simple mot a suffi à me donner des frissons dans le dos. Clément a froncé les sourcils. Comment ça? Impossible. Maître Durand a baissé la voix, comme s'il craignait que la ligne soit sur écoute. Clément, écoutez-moi attentivement. Ce matin, quelqu'un m'a transféré anonymement un fichier PDF. On m'a annoncé que vous aviez eu un grave accident à la maison et que votre décès avait été constaté. Je suis resté pétrifié. Le verre d'eau que je tenais a failli s'écraser au sol. Clément était lui aussi incapable de parler. Il serrait le téléphone, exigeant chaque détail. Qui l'a envoyé? Quel document? Maître Durand a répondu qu'il venait de l'envoyer sur son compte Proton crypté. Ouvrez-le tout de suite, mais ne le faites pas devant une caméra. Clément a raccroché et m'a entraîné dans le cellier, un angle mort que la caméra du salon ne pouvait pas balayer. Il a ouvert le fichier envoyé par Maître Durand. Un rapport officiel du médecin légiste et un certificat de décès préliminaire sont apparus sur l'écran. La simple lecture de la première ligne m'a glacé le sang. Décédé. Clément Lemaire. Numéro de sécurité sociale. Date de naissance. Adresse personnelle. Tout était exact à 100%.
En dessous, il y avait une description. Traumatisme par objet contondant consécutif à une chute d'une grande hauteur sur une propriété résidentielle. Transporté aux urgences de l'hôpital général, mais décédé en route. J'ai plaqué une main sur ma bouche. Un sanglot étouffé m'a échappé. Clément a fait défiler la page suivante. Dans la section de la déclaration officielle, une ligne m'a sauté aux yeux. Clément Lemaire déclaré mort à 16h45. J'ai poussé un petit cri, mais Clément m'a rapidement couvert la bouche de sa main. Il était lui aussi sous le choc. L'homme qui se tenait juste devant moi, qui respirait, qui parlait, qui me serrait fort, venait d'être déclaré légalement mort noir sur blanc. En tremblant, j'ai continué à faire défiler le document. Le fichier contenait même la photo du permis de conduire de Clément, des copies de ses antécédents médicaux, des confirmations d'admission à l'hôpital, la signature falsifiée d'un médecin traitant et des tampons officiels de notaire parfaitement lisibles. Tout était d'une précision terrifiante. Ce n'était pas un vulgaire montage Photoshop destiné à nous faire peur. C'était préparé comme un dossier juridiquement contraignant. Assez parfait pour déclencher le versement d'une assurance de plusieurs millions d'euros. Assez parfait pour que, si Clément disparaissait au bon moment, tout se déroule aussi sans accroc qu'une tragédie indiscutable. J'ai regardé Clément, la voix brisée. Ils ont déjà enregistré ton décès. Clément n'a pas répondu. Il a zoomé sur le tampon de l'hôpital, puis sur la signature du médecin. Son regard s'est assombri. Ce n'est pas l'hôpital où travaille le docteur Peterson, mais je suis allée une fois dans cette clinique spécifique pour un examen physique obligatoire demandé par les assureurs de l'entreprise. Entendre cela m'a donné la chair de poule. Cela signifiait que ses informations médicales privées avaient été volées à l'avance. Son numéro de sécurité sociale, ses données biométriques, son dossier de santé, tout avait déjà été acheté et payé. Son téléphone a vibré à nouveau. Maître Durand avait envoyé un autre message via Signal. Ce fichier a été envoyé depuis le serveur interne de la compagnie d'assurance. L'expéditeur a effacé l'adresse IP immédiatement après. Je soupçonne qu'un membre haut placé de l'entreprise est à leur solde. Clément a fini de lire, les veines de ses bras saillantes. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ce n'était plus le mari calme et calculateur qui essayait de me protéger. C'était un homme qui venait de voir son propre meurtre traité administrativement par des bureaucrates, jusqu'au moindre tampon. J'ai demandé « Alors, qui est la taupe ?» Quelqu'un de la compagnie d'assurance, de l'administration de l'hôpital ou de ta famille. Clément a fermé les yeux et a expiré lentement. C'est tout le monde à la fois. Mais il y a forcément quelqu'un de très proche de moi qui a fourni les documents d'identité originaux pour monter tout ça. Personne en dehors de la famille proche n'a les autorisations nécessaires pour créer un faux dossier aussi solide. J'ai regardé le PDF sur l'écran, mon corps devenant de glace. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Maître Durand avait demandé à Clément où il se trouvait. Avec ce fichier quelque part dans une base de données, mon mari était peut-être déjà répertorié comme sous X ou légalement décédé. Le plus horrible n'était pas qu'ils veuillent le tuer. C'était qu'ils avaient déjà préparé toute la paperasse pour la pré-exécution. Comme si sa vie n'était qu'une simple fusion d'entreprises à finaliser. Clément a éteint l'écran et s'est tourné vers moi. Sa voix était basse, mais très claire. Sandrine, à partir de maintenant, si quelqu'un appelle pour demander où je suis, dis simplement que j'ai pris une dose d'oxycodone et que je suis assommée. Ne laisse absolument pas entendre que nous sommes au courant de quoi que ce soit. J'ai acquiescé, même si les larmes coulaient déjà sur mon visage. Il a serré ma main plus fort. Ils veulent que je sois mort sur le papier avant de passer à la réalité. Nous devons donc découvrir qui a signé ce certificat de décès avant qu'ils ne mettent leur plan à exécution. Environ 1 heure après cet appel, Maître Durand est arrivé. Il n'a pas franchi le portail avec sa Mercedes classe S habituelle, mais s'est garé un pâté de maison plus loin et a sauté la clôture arrière pour entrer par la porte de l'entrée de service. Clément lui avait expliqué au préalable comment éviter le champ de vision des caméras. Pendant ce temps, je me tenais dans la cuisine en faisant semblant d'utiliser le mixeur, utilisant le bruit pour masquer tout son, au cas où quelqu'un écouterait par le micro de Vérisure. Quand la porte de l'entrée de service s'est entr'ouverte, j'ai vu Maître Durand entrer. Son costume de prix était froissé, il avait des cernes sous les yeux et serrait contre lui une lourde mallette en cuir. Son attitude arrogante habituelle des salles d'audience avait totalement disparu. Dès qu'il a vu Clément debout devant lui, il s'est arrêté net pendant quelques secondes. Peut-être que même après l'avoir entendu au téléphone, le fait de voir de ses propres yeux que son client respirait encore lui a donné un frisson. Il a posé la mallette sur l'îlot de la cuisine, a tiré un tabouret de bar et s'est assis. Sa voix est devenue un murmure. J'ai gardé cela secret pendant 1 an parce que je n'avais pas assez de preuves recevables pour aller voir le procureur. Cette phrase nous a plongés, Clément et moi, dans un silence absolu. 1 an. Cela signifiait que bien avant la chute du chêne, avant le voyage aux Seychelles, avant les faux avenants d'assurance, Maître Durand avait déjà eu des indices qu'un contrat avait été mis sur la tête de mon mari. Il a ouvert sa mallette et en a sorti une épaisse pile de chemises cartonnées, divisées en 3 sections, avec des onglets de couleurs différentes. Chaque section comportait des dates, des rapports de police, des photos de surveillance et des notes de détective privé. Il a poussé le premier dossier vers Clément. «
Vous souvenez-vous de l'incident de défaillance des freins en descendant le col de montagne dans le Colorado il y a 3 ans? Clément a froncé les sourcils. Je m'en souviens. Ce jour-là, j'étais allé inspecter un site minier dans les Rocheuses. Sur le chemin du retour, mon Peugeot Expert sombre a soudainement perdu tout son liquide de frein dans une pente raide. Heureusement, j'ai réussi à m'engager sur une rampe de détresse en gravier. L'avant de la camionnette était pulvérisé, mais je m'en suis sorti avec un léger coup du lapin. À l'époque, tout le monde disait qu'il avait un ange gardien. Son père l'avait même réprimandé pour sa conduite imprudente, disant qu'un PDG devrait savoir comment protéger les actifs de l'entreprise. J'avais cru qu'il s'agissait simplement d'une terrifiante défaillance mécanique. Mais le dossier de Maître Durand contenait des photos montrant que les conduites de frein en acier avaient été délibérément et proprement sectionnées. Il y avait aussi une conclusion technique d'un mécanicien indépendant affirmant que les marques de coupure avaient été faites par un coupe-boulon robuste, et non par l'usure naturelle. Ce qui m'a glacé encore plus, c'est une photo granuleuse d'une caméra de sécurité du parc de matériel de Clément, la nuit précédant son voyage. Sur la photo, Christophe se tenait à côté de la camionnette garée de Clément, tenant un petit sac à outils et glissant dessous le châssis de la roue arrière. Clément a fixé la photo, les lèvres serrées. Ce soir-là, Christophe m'a dit qu'il passait juste au dépôt pour récupérer des documents fiscaux déjà laissés dans la boîte à gants. Maître Durand acquiesça. Je sais. Et c'est pour ça que mon détective a commencé à fouiller. Mais une photo de ce genre, c'est purement circonstanciel. Ce n'est pas assez pour obtenir une condamnation. Il n'aurait qu'à engager une équipe d'avocats pour dire qu'il vérifiait simplement les pneus de son petit frère. Assise à côté d'eux, j'ai senti mon cœur se serrer. Il y avait donc eu des répétitions par le passé. Parce que nous pensions qu'ils étaient notre famille, nous avions ignoré tous les signaux d'alerte flagrants. Maître Durand ouvrit le second dossier. Il concernait l'énorme fuite de gaz dans l'atelier de réparation il y a presque 2 ans. Ce jour-là, Clément travaillait tard avec quelques mécaniciens. Si un jeune apprenti n'avait pas senti l'odeur du soufre et actionné la valve d'arrêt d'urgence à temps, le simple fait d'allumer un interrupteur aurait pu raser tout le pâté de maisons industrielles. À l'époque, les autorités avaient conclu qu'il s'agissait d'une valve commerciale défectueuse. Avec autant de machines lourdes, la négligence technique a simplement été classée et sanctionnée par une amende. Mais le dossier de Maître Durand notait clairement que cette bouteille de gaz industriel spécifique avait été installée moins d'1 semaine auparavant. La soupape de sécurité ne s'était pas desserrée toute seule. Elle portait des marques de clés de serrage évidentes, prouvant qu'elle avait été dévissée manuellement de plusieurs tours. Je me suis souvenu qu'après cet incident, Christophe était venu voir Clément à l'atelier, lui avait tapoté l'épaule et lui avait dit « Tu as vraiment 9 vies, mon vieux. Faire un sale boulot comme ça, tu devrais augmenter ton assurance vie. » À l'époque, je pensais que ce commentaire n'était que de l'arrogance typique de grands patrons. En y repensant maintenant, chaque mot me donnait des frissons dans le dos. Le dossier contenait également le registre numérique des visiteurs de l'atelier. L'après-midi précédant la fuite, Christophe avait été enregistré sous prétexte de discuter du bail d'un chariot élévateur. La personne qui l'avait fait entrer était un intérimaire qui avait brusquement démissionné et quitté la région dès le lendemain. Le 3e dossier m'a littéralement coupé le souffle. Il s'agissait de Clément, à qui l'on avait administré de puissants sédatifs lors d'un salon professionnel à Las Vegas l'année dernière. Ce soir-là, il s'était rendu dans le restaurant d'un casino pour rencontrer un fournisseur. Il n'avait même pas fini son premier scotch avant de s'évanouir. Heureusement, le contremaître fidèle qui l'accompagnait a remarqué que ses yeux se révoquaient, l'a porté physiquement jusqu'à leur suite au Bellagio et a appelé le médecin de l'hôtel. À l'époque, le médecin de famille avait dit que Clément était surmené et que le mélange d'alcool et de déshydratation avait provoqué une grave chute de tension artérielle. Mais selon un rapport de toxicologie indépendant que Maître Durand avait discrètement payé un laboratoire pour effectuer, le sang de Clément était saturé de rohypnol et de dérivés de fentanyl à haute dose. Clément fixa les résultats du laboratoire, les mains tremblant légèrement. « Pourquoi diable ne me l'avez-vous pas dit, Durand ?» Maître Durand soupira, se frottant les tempes. « Si je vous l'avais dit, m'auriez-vous cru ? Auriez-vous cru que votre propre frère, diplômé de HEC Paris, a tenté de vous assassiner à 3 reprises ? Je n'avais que des éléments circonstanciels, pas de preuves irréfutables. Si j'avais parlé trop tôt, vous l'auriez affronté, et Charles-Henri aurait payé des millions pour effacer tout et tout le monde. » Cette réponse plongea la vaste cuisine dans un silence étouffant. Maître Durand souligna le dénominateur commun glaçant de ces 3 incidents. À chaque fois qu'un accident bizarre s'était produit, Christophe se trouvait à proximité des lieux dans les 24 heures précédentes. À chaque fois que Clément échappait à la faucheuse, la personne la plus visiblement anxieuse était aussi Christophe, masquant cela par une fausse inquiétude fraternelle. Et bizarrement, après chaque tentative ratée, une police d'assurance ou un avenant d'entreprise lié à Clément était légalement mis à jour, augmentant le versement, élargissant la couverture en cas de décès accidentel ou changeant les bénéficiaires en faveur de ses parents et de ses frères. Je n'arrivais pas à y croire. Même si j'avais été témoin d'assez de froideur,
entendu assez d'insultes toxiques et vu assez de cupidité élitiste de la part de la famille de mon mari, croire qu'un frère pouvait patiemment comploter pour assassiner son propre sang pendant 3 ans dépassait mes pires cauchemars. Je regardais Clément. Il restait pétrifié, les yeux rivés sur la photo de Christophe se glissant sous le camion. Dans son regard, il n'y avait plus de colère, mais un chagrin profond et dévastateur. Peut-être que toute sa vie, il avait pensé que son frère aîné était simplement cupide, jaloux et un sociopathe d'entreprise. Il n'avait jamais imaginé que l'homme voulait véritablement le mettre dans un cercueil. Maître Durand referma les dossiers, la voix basse. « Clément, vous vous trompiez sur une chose. La personne qui tire les ficelles pour vous enterrer, ce n'est pas seulement la mafia russe, ni seulement votre mère. C'est Christophe. » Cette phrase résonna contre les plans de travail en marbre, si lourde que j'ai cru que l'air lui-même s'était figé. Clément ferma les yeux, prit une longue inspiration et laissa échapper un rire sec et creux. Quand nous étions enfants, une fois, il m'a poussé dans le grand bain de la piscine du country club avant que je sache nager. Maman et papa ont dit que c'était juste des garçons qui s'amusaient brutalement. Il s'avère que certaines choses ne sont jamais de simples jeux. Entendre cela m'a donné la chair de poule. Un souvenir autrefois jugé trivial devenait soudain le premier symptôme d'une vie de malveillance. Mais avant que nous ne puissions dire quoi que ce soit d'autre, le téléphone de Clément vibra. Cette fois, ce n'était pas un SMS provenant d'un numéro prépayé, mais un nouvel email crypté via ProtonMail. L'expéditeur était totalement anonyme. Il n'y avait pas de long manifeste, pas de menace. L'objet ne contenait qu'une seule phrase. Si vous voulez savoir qui a officiellement signé votre certificat de décès, allez voir sous les briques détachées derrière le vieux chêne à 23 heures. J'ai fixé ces mots brillants, tout mon corps se changeant en glace. Le chêne était exactement l'endroit où Clément était tombé, l'endroit où tout ce jeu final avait commencé. Clément leva les yeux vers moi, puis vers Maître Durand. À ce moment-là, nous avons tous les trois compris, celui qui tirait les ficelles, ou celui qui agissait secrètement comme lanceur d'alerte à l'intérieur du syndicat, connaissait chacun de nos mouvements. Ce rendez-vous de 23 heures pouvait être la clé pour débloquer le dossier solide dont Durand avait besoin, ou la tombe finale qui attendait que Clément y mette les pieds. Cette nuit-là, alors que l'horloge comptoise dans le foyer sonnait 22h45, Clément commença à se préparer. Il resserra fermement son attelle de jambes, enfila une veste Carhartt noire et saisit la lourde béquille en aluminium qui reposait près de son lit. En le voyant lutter pour se tenir debout, j'ai ressenti à la fois de la pitié et une peur viscérale. Même si la chute était prévue, la blessure profonde au tissu de sa jambe était atrocement réelle. À chaque pas qu'il faisait, je pouvais l'entendre étouffer un gémissement dans sa gorge. J'ai serré fermement la manche de sa veste en chuchotant. Laisse Durand y aller avec nous. J'ai une peur bleue que ce soit un guet-apens. Clément me regarda longuement, puis secoua la tête. Si l'expéditeur avait voulu rencontrer un avocat, il aurait envoyé un email à Durand. C'est à moi qu'ils ont écrit, ce qui signifie qu'ils veulent que le mort en sursis vienne en personne. Je n'étais toujours pas rassurée. L'énorme chêne derrière le domaine était déjà assez lugubre pendant la journée, alors à minuit, quand le vent bruissait dans les branches, en ressemblant à des voix qui chuchotent. Clément passa devant avec sa béquille, et je restais tout près de lui, tenant mon téléphone en mode silencieux, avec le 17 déjà composé. Maître Durand ne sortit pas dans le jardin avec nous, mais il resta dans le vestiaire, maintenant le contact via un micro sans fil que Clément cachait sous son col. Avant que nous ne sortions dans le froid, Durand nous a dit que si nous voyions ne serait-ce que l'ombre d'un étranger, nous devions revenir immédiatement. Les preuves admissibles, c'est bien, mais rester en vie, c'est mieux. Clément se contenta de hocher la tête pendant que j'essayais d'avaler la boule de terreur dans ma gorge. À 23 heures précises, nous avons atteint le pied de l'énorme chêne. C'était l'endroit exact où Clément était tombé, là où l'échelle en bois s'était fracassée sur les pavés et où sa famille s'était tenue à le regarder souffrir avec diverses expressions de déception. Pendant la journée, ce n'était qu'un beau coin paysager du jardin, mais dans l'obscurité, son tronc rugueux ressemblait à un témoin muet qui avait vu trop d'actes malveillants, mais ne pouvait pas parler à la police. Ma voix tremblait. « Es-tu sûr qu'il n'y a personne ici ?» Clément scruta le mur d'enceinte et dit très bas. « S'ils avaient voulu m'abattre, ils auraient eu 100 occasions. C'est à cet arbre que tout a commencé, alors la vérité pourrait tout aussi bien commencer ici aussi. » Cette phrase m'a tordu les entrailles. Il se pencha et passa sa main le long de la base du vieux muret de soutènement en briques derrière l'arbre. Le mortier s'effritait à de nombreux endroits, avec du lierre sombre s'accrochant aux fissures. Après un moment, sa main s'arrêta sur une brique qui dépassait légèrement. En utilisant l'embout en caoutchouc de sa béquille, Clément la poussa doucement, et la brique oscilla. Je me suis rapidement accroupie pour l'aider à l'extraire. À l'intérieur de la crevasse sombre se trouvait une épaisse enveloppe jaune à fermoir, emballée dans un plastique Ziploc, résistant pour la protéger de l'humidité de l'arrosage automatique. En la sortant, mes mains sont devenues glacées. Il n'y avait pas d'adresse sur l'enveloppe, seulement un trait de feutre rouge dessiné en travers, comme un avertissement sanglant. Clément la déchira sur place, son visage devenant d'un vert pâle sous la lueur de la lampe de poche de son iPhone.
À l'intérieur se trouvait une copie couleur haute résolution du certificat de décès de Clément, celui que Maître Durand avait transmis plus tôt. Mais cette fois, il y avait une photographie supplémentaire prise secrètement qui y était agrafée. La photo était granuleuse, apparemment prise par une caméra bouton cachée dans un bureau municipal. Sur l'image, un homme d'allure distinguée, vêtu d'un costume sur mesure, se penchait pour faire glisser une enveloppe d'argent liquide sur un bureau tout en signant une pile de documents officiels du notaire. J'ai fixé l'image pendant quelques secondes avant de sentir tout le sang quitter mon visage. L'homme n'était ni Christophe, ni Bastien, ni le Russe tatoué. C'était Charles-Henri, mon beau-père. J'ai ouvert la bouche, mais l'air s'est bloqué dans mes poumons. Jusqu'à présent, Charles-Henri s'était toujours comporté comme un observateur froid et distant. Il parlait peu et imposait son autorité de loin. Il me réprimandait rarement directement comme Béatrice, et il n'était pas ouvertement toxique et déséquilibré comme Christophe et Bastien. À cause de cela, j'avais parfois naïvement pensé qu'il n'était qu'un PDG patriarcal favorisant ses fils chéris, mais pas forcément quelqu'un qui se salirait les mains avec du sang. Mais la photo devant moi a brisé ce dernier fragment d'illusion. Clément tenait la photo glacée, ses phalanges devenant d'un blanc pur. Il l'a fixée pendant un très long moment, si longtemps que j'ai cru qu'il était en état de choc. Puis une phrase s'est échappée de ses lèvres, sa voix était creuse, brisée. Ainsi, papa a tout orchestré. Ce n'était pas une question, mais un verdict final. Un père qui paye un fonctionnaire corrompu pour falsifier le certificat de décès de son plus jeune fils n'allait pas arrêter les tueurs à gages. Il avait même signé les documents lui-même pour empocher l'argent. Quelle trahison pourrait faire plus de mal que celle-là? À ce moment précis, mon téléphone a vibré légèrement. J'ai sursauté, manquant de faire tomber la preuve. Un nouveau message est apparu sur l'application cryptée. Toujours de la part du lanceur d'alerte anonyme. Si vous voulez sauver votre femme, forcez le verrou de la vieille cave de jardin. J'ai montré l'écran à Clément, il l'a lu, son expression passant du chagrin à une panique pure et violente. La vieille cave de jardin était située tout au fond du terrain, près de la limite de la propriété. Depuis que je faisais partie de cette famille, ces doubles portes en acier rouillé avaient toujours été lourdement cadenassées. Béatrice m'avait prévenu à plusieurs reprises que la cave était structurellement dangereuse, inondée, pleine de veuves noires, et que je ne devais absolument jamais m'en approcher. J'ai demandé doucement. « Est-ce qu'il nous attire dans un piège mortel ?» Clément a répondu. « Peut-être, mais si nous ne regardons pas, nous manquerons l'arme qu'il pointe sur ta tête. » Il a boité vers le garage pour prendre des coupe-boulons industriels dans la caisse à outils de son Peugeot Expert sombre. Le cadenas sur les portes de la cave était rouillé, mais de qualité industrielle. Clément a dû serrer les dents, peser de tout son corps sur les poignets et forcer à plusieurs reprises avant que l'acier trempé ne cède enfin dans un craquement sonore. Alors que la lourde porte en fer s'ouvrait, une odeur de moisi et d'air stagnant a remonté, me donnant la nausée. J'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour éclairer l'espace, révélant des marches en béton abruptes descendant dans une obscurité glaciale. Clément est descendu le premier, se laissant presque glisser le long de la rampe, et je suis restée collée à son dos. La cave n'avait pas été utilisée depuis des décennies. Il ne restait qu'un sol en béton humide et quelques bacs de rangement en plastique poussiéreux. Dans le coin le plus éloigné, sous une bâche bleue déchirée, Clément a trouvé une petite mallette étanche de marque Pélican. À l'intérieur se trouvait un vieux téléphone Android jetable, une carte micro SD dans un sachet et un petit paquet scellé sous vide contenant une poudre blanche. Voir cette poudre m'a donné la chair de poule, mais Clément ne l'a pas ouverte tout de suite. Il a inséré la carte SD dans un adaptateur qu'il avait dans sa veste et a ouvert les fichiers sur son iPhone. Une vidéo enregistrée secrètement a commencé à défiler sur l'écran. Dans la vidéo, Christophe était assis à l'arrière de sa Mercedes classe S aux vitres teintées, tendant une épaisse enveloppe beige à un homme portant un badge de l'administration hospitalière. La voix de Christophe était parfaitement audible. Le dossier doit être inattaquable. Nom, numéro de sécurité sociale, sceau du comté, heure du décès. Tout doit correspondre au registre national. Je virerai le montant nécessaire sur n'importe quel compte offshore. L'administrateur a demandé nerveusement. Et si le vrai gars se pointe dans une banque? Christophe a ricané froidement en se servant un verre. Il n'aura plus de poule pour faire ça. Je pensais avoir entendu assez de choses terrifiantes, mais le dernier clip vidéo a littéralement arrêté mon cœur. La caméra a changé de scène, apparemment le même jour, mais dans le bureau en acajou de Charles-Henri. Charles-Henri se tenait à côté de Christophe, regardant par la fenêtre. Sa voix était grave, autoritaire et totalement dépourvue d'humanité. Faites place nette. Ne laissez pas cette Sandrine vivre assez longtemps pour engager un avocat et poursuivre cette famille pour l'héritage. J'étais pétrifiée. Je ne pouvais plus respirer. Ils ne voulaient pas seulement que Clément soit victime d'un accident tragique. Ils avaient déjà autorisé les dommages collatéraux. Moi, en tant qu'épouse légale, j'avais le pouvoir de demander une autopsie. J'avais le pouvoir de geler les avoirs, alors je devais être effacée, moi aussi. Clément a éteint la vidéo. Le bunker en béton est retombé dans un silence de mort. Le vent de la nuit hurlant à travers les portes de fer ouvertes au-dessus de nous me glaçait jusqu'à la moelle des os. Il m'a regardé, les yeux rouges et fébriles. « Est-ce que tu comprends maintenant ?»
Ce n'est pas moi qui t'ai entraîné dans ce feu croisé. Tu étais une cible depuis le tout début. J'ai serré mon téléphone, ressentant un mélange de terreur pure et paralysante et d'une soudaine rage brûlante. J'ai réalisé alors que si je continuais à traiter cela comme un simple conflit familial toxique, la prochaine personne allongée sur une table en acier à la morgue ne serait pas seulement Clément. Debout dans cette cave moisie, mes oreilles bourdonnaient après avoir entendu les mots de Charles Henry dans la vidéo. Il avait prononcé mon nom avec une telle désinvolture, comme s'il parlait d'une dette fiscale à liquider. Ne laissez pas cette Sandrine vivre assez longtemps. Je me suis appuyée contre le mur de béton glacial, mes jambes manquant de se dérober. Avant cela, je pensais encore que j'étais juste sur le passage, prise entre deux feux, parce que j'avais épousé le mauvais homme. Mais non, ils avaient planifié mon assassinat. Clément m'a rapidement rattrapée avant que je ne glisse le long du mur. Ses mains tremblaient, mais il luttait pour garder une voix stable. « Sandrine, regarde-moi, tu dois rester concentrée. » J'ai levé les yeux et j'ai vu son regard brûler d'une fureur protectrice. Il a sorti le sachet de poudre blanche de la mallette Pélican, en faisant extrêmement attention à ne pas toucher le plastique avec ses mains nues, en utilisant la manche de sa veste. Sous la lumière du téléphone, la poudre semblait très ordinaire, comme un complément alimentaire ou de la protéine en poudre. Mais c'était justement cette normalité qui était horrifiante. Les milliardaires ne tuent pas avec des pistolets ou des couteaux sanglants dans leur propre maison. Ils tuent en mélangeant des substances dans une tasse de thé bien chaud ou un smoothie sain. Clément a fixé le sachet pendant un long moment, puis a dit « C'était destiné pour toi ». J'ai frissonné violemment. Pour moi, il a haché la tête, la mâchoire serrée. S'il m'arrive quelque chose, tu es l'unique héritière. Tu es la première à avoir le droit légal de poser des questions à la police, de poursuivre la succession, d'exiger une enquête fédérale. Mais si tu devais tragiquement souffrir d'une dépression nerveuse, tomber dans un coma dû au stress ou montrer des signes de grave instabilité mentale tout en t'occupant de ton mari handicapé, il dirait à la police que tu as craqué. Il dirait que tu as pris les mauvais cachets ou que tu as fait une overdose intentionnelle à cause du chagrin. Chaque mot qu'il prononçait me transperçait la poitrine comme une balle à pointe creuse. À cet instant précis, un souvenir m'a frappé l'esprit. Je me suis soudain rappelé le grand bocal, en verre contenant du bouillon d'os bio, que Béatrice avait laissé sur l'étagère supérieure du réfrigérateur avant de monter dans la limousine. Le matin de leur vol, elle avait même ouvert le frigo pour me le montrer. Sa voix dégoulinait d'une fausse douceur maternelle. J'ai laissé un peu de mon bouillon d'os spécial dans le frigo. Pendant que tu t'occupes de Clément, tu dois garder des forces, ma chérie. Ne laissons pas les épouses du country club dire que cette famille maltraite sa belle-fille quand les temps sont durs. Sur le moment, je n'avais ressenti que de l'agacement face à son ton condescendant et passif-agressif. J'étais loin de me douter que cette nourriture était une dose mortelle, préparée exclusivement pour moi. J'en ai parlé à Clément, et son visage est instantanément devenu d'une pâleur effrayante. Sans perdre de temps, il m'a pratiquement traîné hors de la cave. Les portes de fer se sont refermées derrière nous, leurs lourdes charnières grinçant dans le noir. Nous nous sommes glissés par les portes vitrées de la terrasse pour entrer dans l'immense cuisine. À minuit, la cuisine ressemblait à une morgue. Le géant réfrigérateur en inox émettait une lueur blanche et pâle quand Clément a ouvert la porte d'un coup sec. Le bouillon d'os bio était juste là, sur l'étagère du haut, dans un bocal en verre à la mode. Le couvercle portait encore un post-it jaune écrit de l'écriture cursive élégante de Béatrice, pour Sandrine, avec un petit cœur dessiné. Rien que de voir ce cœur m'a donné des frissons dans tout le corps. Clément a enveloppé sa main dans un essuie tout épais, a sorti le lourd bocal et l'a posé sur l'îlot central en marbre. Je me tenais à quelques pas de là, le cœur martelant ma poitrine. Il a dévissé le couvercle métallique très lentement. L'odeur savoureuse des herbes s'est échappée. Au début, rien ne semblait inhabituel, mais quand Clément a utilisé une cuillère en argent propre pour remuer le fond, une couche de poudre blanche fine et crayeuse est remontée à la surface. Cela ne s'était pas complètement dissous dans le liquide froid, laissant des traînées brumeuses. Je me suis penchée de plus près et j'ai perçu une odeur chimique très légère et amère, presque entièrement masquée par le romarin et l'ail. Mon estomac s'est violemment, horriblement contracté. Si j'avais été trop épuisée hier soir, si j'avais vraiment cru que ma belle-mère se souciait de moi et que j'avais mis un bol au micro-ondes pour me réchauffer, je serais étendue morte sur le sol de cette cuisine en ce moment même. J'ai reculé en titubant, m'agrippant au bord de l'évier. Clément m'a immédiatement écarté davantage et a refermé hermétiquement le bocal. Il a pris son téléphone prépayé et a appelé le docteur Peterson. Ses mots étaient brefs mais tendus comme la corde d'un arc. « Pete, viens chez moi tout de suite. Apporte un kit de dépistage toxicologique complet et des flacons de prélèvement. Ne passe pas par le portail principal. » Saute la clôture à l'arrière. Moins de 40 minutes plus tard, le docteur Peterson est arrivé. Il portait un polaire sombre et un masque chirurgical et transportait un sac de traumatologie médicale noire. En entrant dans la cuisine, il a jeté un seul regard à nos visages décomposés et n'a pas perdu de temps à poser des questions. Clément a désigné le bocal en verre, le sachet de poudre et la carte SD sur le comptoir en granit. Le docteur Peterson a enfilé des gants en nitrile noir,
a utilisé une pipette en verre stérile pour extraire un échantillon du fond du bouillon et a pris une pincée séparée de poudre dans le sachet. Il a travaillé méticuleusement, prenant des photos avec flash de chaque étape avec un appareil numérique, enregistrant l'heure exacte et étiquetant les sacs de risques biologiques comme s'il préparait une chaîne de preuves irréfutables pour un procès pour homicide. Debout à côté, ma voix tremblait. « Docteur, qu'est-ce que c'est exactement ?» Le docteur Peterson a levé les yeux vers moi, le regard d'un sérieux absolu. Je ne tirerai pas de conclusion juridique définitive avant un test complet par spectrométrie de masse au laboratoire. Mais officieusement, il s'agit d'un barbiturique synthétique hautement concentré mélangé à un paralysant. Quelques cuillerées de ce mélange ne vous endormiraient pas seulement, Sandrine. Cela arrêterait votre cœur et simulerait un arrêt cardiaque naturel massif. Cette phrase n'était pas excessivement dramatique, mais elle a suffi à transformer mes jambes en coton. Un professionnel de la santé venait de confirmer que mon meurtre était entièrement préparé. Et assis à côté des restes de pizza, Clément s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang et brillants de larmes. Il a saisi ma main. La sienne était glacée. Je suis tellement désolée. Mon Dieu, je suis tellement désolée. Je pensais qu'il ne me visait que moi pour le paiement de l'entreprise. Je pensais que si tu n'en savais pas trop, tu serais en sécurité. En regardant son visage, j'ai ressenti une vague de douleur atroce et de colère féroce. De la douleur parce qu'il avait enduré cette torture psychologique tout seul pendant si longtemps. De la colère parce que, même à ce stade, il voulait encore me servir de bouclier humain, comme si j'étais une femme fragile qu'il fallait cacher dans un coin. J'ai serré ses mains si fort que mes ongles se sont enfoncés dans sa peau, en prononçant chaque mot clairement. Non, c'est fini de me protéger dans l'ombre. À partir de maintenant, tu ne me repousseras plus. Si nous voulons survivre à cela, nous y survivrons ensemble. Si nous devons les anéantir, nous craquerons l'allumette ensemble. Je suis ta femme, Clément. Pas une spectatrice qui regarde un documentaire criminel. Clément m'a regardé et, peut-être pour la première fois depuis des jours, ses yeux maniaques se sont adoucis avec un profond respect. Il n'a pas dit un mot de plus, il a juste hoché la tête lentement. Pendant ce temps, Maître Durand est sorti de l'entrée de service pour rejoindre la cuisine. Il a écouté le terrifiant rapport préliminaire du docteur Peterson, a regardé les vidéos du tueur à gages sur la carte SD, a vu les faux documents du médecin légiste et a examiné la soupe mortelle. Son expression de requin des affaires s'est faite plus lourde et plus dangereuse de minute en minute. Je pensais que Durand nous dirait d'appeler immédiatement la police. Au lieu de cela, il a secoué la tête. Porter cela devant les autorités tout de suite est facile, mais cela pourrait ne pas suffire à faire tomber Charles-Henri et Béatrice avec leurs milliards. Ils limiteront les dégâts, rejetteront la faute sur Christophe ou sur un homme de main quelconque, et leur équipe de relations publiques soutiendra que vous avez tous les deux fabriqué les preuves numériques à la suite d'un conflit amer sur l'héritage. Je me suis étouffée. Alors, on reste assis là à attendre qu'ils envoient une autre équipe de tueurs? Maître Durand m'a regardé droit dans les yeux, un sourire de prédateur se dessinant sur ses lèvres. Nous n'attendons pas qu'il vous fasse du mal. Nous attendons qu'il tombe pile dans un piège juridique fatal. Un piège qui dispose d'assez de caméras haute définition, d'assez de preuves matérielles et d'assez de témoins crédibles. Une fois qu'ils vous auront accusé à tort devant la caméra et qu'ils auront eux-mêmes touché les preuves pour vous piéger, il n'y aura plus d'échappatoire, pas d'accord négocié, et aucun avocat hors de prix sur terre ne pourra les sauver de la prison à vie. Clément est resté silencieux quelques secondes, puis a hoché la tête fermement. J'ai regardé le bocal de bouillon empoisonné sur la table, sentant un feu froid s'allumer au plus profond de mon âme. J'ai compris qu'à partir de ce moment, je n'étais plus la femme abandonnée et pitoyable restée à la maison pour soigner son mari. J'étais devenue l'appât du piège ultime. Le lendemain matin, je venais de poser un bol de flocons d'avoine sur le plateau à côté du lit de Clément quand mon iPhone a sonné. L'écran affichait le nom de Béatrice. Clément et moi avons échangé un regard vif, sachant tous deux que cet appel était le catalyseur. Clément a instantanément fermé les yeux, a remonté la couette jusqu'à sa poitrine et a saisi son attelle de jambe comme un homme mourant. J'ai pris une grande inspiration, j'ai affiché une expression de lassitude et j'ai répondu à l'appel FaceTime. Le visage de Béatrice est apparu. Elle était toujours parfaitement coiffée, mais ses yeux n'avaient plus l'air arrogant et décontracté de la veille. Elle a forcé un sourire, sa voix douce mais empreinte d'une anxiété frénétique. « Sandrine, ma chérie, la famille a changé nos vols. Nous avons affrété un jet et nous rentrons en France cet après-midi. Je suis beaucoup trop inquiète pour mon fils. Je ne peux tout simplement pas profiter des Seychelles. Si je n'avais pas su qu'elle avait essayé de m'empoisonner, j'aurais pu être touchée. Mais en ce moment, chaque mot qu'elle prononçait me donnait envie de vomir. Il ne revenait pas parce qu'il s'inquiétait pour Clément. Il revenait précipitamment parce que le dénonciateur anonyme les avait probablement informés. Il savait que la cave avait été compromise. Il savait que les secrets sanglants enfouis sous cette grande demeure bourgeoise n'étaient plus en sécurité. J'ai essayé de garder une voix incroyablement épuisée. « Oh, Dieu merci, vous revenez !» Clément a hurlé de douleur ces derniers jours. Gérer cette immense maison toute seule a été un cauchemar. Béatrice m'a fixée à travers l'écran pendant un long moment, les yeux fuyants, puis a demandé
Est-ce que quelqu'un est venu sur la propriété, ma chère? Des entrepreneurs, n'importe qui? C'était encore là, la panique. J'ai baissé les yeux, faisant semblant d'ajuster le support de la perfusion de Clément. Non, Béatrice. Les portails sont restés verrouillés. Il n'y a que lui et moi. Elle a hoché la tête, le coin de sa bouche tressaillant dans un très léger sourire cruel. Bien. Garde la maison bien fermée. Je prendrai le relais à mon retour. Elle a raccroché. Clément a immédiatement ouvert les yeux. Ils savent que les dossiers ont disparu, a-t-il chuchoté. Je n'ai pas eu besoin de demander de quel dossier il s'agissait. La réponse était évidente. Ils savaient que quelqu'un avait forcé le coffre-fort et la cave. Ils savaient que leur fraude de plusieurs millions d'euros s'écroulait. Ils savaient que s'ils ne revenaient pas immédiatement pour exécuter le plan de secours, tout leur échapperait et se terminerait par des inculpations fédérales. Maître Durand est arrivé par l'entrée latérale dès qu'il a reçu le message de Clément. Il n'a plus hésité. Alors, laissons-les mettre en scène leur grand final. Nous devons juste nous assurer qu'il soit diffusé en 4K. De midi jusqu'au début de l'après-midi, la vaste demeure s'est discrètement transformée en une scène inversée. Maître Durand et son enquêteur privé ont installé des micro-caméras cachées dans 3 endroits stratégiques. Les moulures du salon visant directement le lit de Clément, l'îlot de la cuisine face au réfrigérateur américain, et le foyer menant au patio arrière. Tout était des lentilles minuscules, à la pointe de la technologie, cachées à l'intérieur de prises murales, de vases décoratifs et d'une boîte de mouchoirs. Pendant ce temps, le docteur Peterson a préparé des dossiers médicaux authentiques et certifiés légalement, des scanners IRM, des fiches d'examen et des descriptions de blessures, prouvant que la jambe de Clément ne souffrait que d'une entorse sévère et d'échymose des tissus mous, et non d'une fracture du fémur, comme sa famille avait été amenée à le croire. Je les ai aidés à tout installer, sentant mon cœur battre contre mes côtes, comme un oiseau en cage. Nous n'attendions pas seulement le retour de mes beaux-parents milliardaires. Nous attendions qu'ils sautent de leur plein gré dans la tombe de béton qu'ils avaient creusée pour nous. Clément m'a prévenu en me serrant la main. Sandrine, peu importe ce qu'ils te disent, peu importe à quel point ils crient, ne réplique pas trop tôt. Laisse-les creuser le trou aussi profondément que possible. Laisse-les tout dire. J'ai hoché la tête, bien que mes mains tremblent. Être piégé par des inconnus est un cauchemar. Être piégé par toute sa belle famille, mettant en scène une performance théâtrale, pour vous faire arrêter pour meurtre est une horreur psychologique d'un tout autre niveau. Vers 17 heures. Le crissement du gravier et le vrombissement de puissants moteurs de SUV, s'arrêtant devant la grille, résonnèrent dans toute la maison. Pas un, mais 3 Cadillacs escalade noirs. Le fracas des valises Rimowa, les portières lourdes qui claquent, et Béatrice qui hurle après Tommy, le chauffeur, pour qu'il ouvre les portes d'entrée. Je me tenais au milieu du salon, mes mains agrippant inconsciemment le bord de mon pull Lululemon. Clément était allongé dans son lit d'hôpital, le visage d'une pâleur extrême, les yeux mi-clos, comme s'il rendait son dernier souffle. L'imposante porte d'entrée en acajou s'ouvrit à la volée, et toute la famille s'engouffra dans le hall. Béatrice ouvrait la marche, suivie de Charles-Henri, Christophe et Bastien. Aucun d'entre eux ne semblait revenir d'un séjour aux Seychelles. Tous les visages étaient aussi tendus et livides que celui d'un cadavre. En apercevant Clément, Béatrice se précipita immédiatement vers lui, jeta son sac Birkin sur le canapé en cuir, lui prit les épaules et éclata en sanglots. « Mon Dieu, mon bébé! Je ne suis partie que quelques jours, et regarde dans quel état tu es. Je n'aurais jamais dû te laisser. » Ses pleurs auraient mérité un Oscar, mais à 1 mètre d'elle, je voyais bien que ses yeux étaient parfaitement secs. Sa main manucurée tapota très légèrement la poitrine de Clément, jouant le rôle de la mère dévastée pour le public invisible qu'elle pensait manipuler. Clément poussa un gémissement faible, sans ouvrir les yeux. Christophe ne courut pas vers son frère pour prendre de ses nouvelles. Sa première réaction fut de scruter furieusement le salon, puis de lancer un regard paniqué vers les fenêtres du couloir arrière qui menait au jardin. J'ai surpris ce regard. Un instant plus tard, il prétendit aller chercher une bouteille d'évian et se glissa vers la porte de l'arrière-cuisine. Quelques secondes plus tard, il revint, le visage totalement décomposé. Le cadenas de la cave extérieure avait été remplacé par un tout neuf par Maître Durand, mais les marques de découpe fraîches sur le loquet en acier étaient indéniables. Christophe se tourna brusquement vers Charles-Henri. Ce simple regard de pure terreur me suffit pour comprendre. Leur pire crainte venait d'être confirmée. Les preuves avaient disparu. Charles-Henri n'était pas aussi théâtral que Béatrice. Il posa sa mallette en cuir, marcha jusqu'au pied du lit d'hôpital, fixa Clément d'un air sombre, puis tourna ses yeux de glace vers moi. Sa voix était lourde, autoritaire et brutalement accusatrice. « Comment diable t'es-tu occupée de mon fils, Sandrine? Il ressemble à un cadavre. » Je gardai la tête basse, forçant ma voix à paraître petite et intimidée. Je me suis occupée de lui exactement comme le médecin privé l'a ordonné. Il souffre le martyre, Charles-Henri. Il ne garde presque rien. Il me coupa la parole, la voix tonnante. Ne cherche pas d'excuses pathétiques. Un homme malade a été confié à tes soins pendant que nous gérions les affaires de l'entreprise. Tu es légalement responsable de sa détérioration. En entendant cela, Béatrice sembla reprendre de plus belle. Elle se tourna vers moi avec un regard venimeux, puis se dirigea droit vers l'immense cuisine. Je savais exactement ce qu'elle cherchait.
Le bocal de bouillon d'os bio était toujours dans le réfrigérateur, mais le liquide mortel avait été prélevé et scellé en lieu sûr dans un sac à preuves par le docteur Peterson. Ce qui restait dans le bocal n'était que du bouillon ordinaire, non contaminé, attendant qu'elle passe à l'action. Bien sûr, 1 minute plus tard, Béatrice revint avec le bocal en verre, le visage feignant un choc horrible. « Sandrine, pourquoi est-ce encore là? Je t'avais explicitement dit de lui donner ça pour qu'il garde des forces. » Avant que je puisse répondre, elle dévissa le couvercle, pencha délibérément le bocal, laissa tomber la cuillère en argent sur le parquet et poussa un cri à glacer le sang. « Oh mon Dieu! » Charles-Henri. « Il y a de la poudre blanche au fond. Il y a de la drogue là-dedans !» Son cri théâtral déchira la demeure. Bastien se précipita immédiatement pour jouer sa réplique. « Quelle poudre, maman? C'est quoi ça? Qui a mis ça là-dedans ?» Béatrice pointa un doigt tremblant vers mon visage, sa voix vibrant à la perfection. Qui d'autre? Toute la famille était à l'étranger. Elle était la seule à la maison avec lui. Sandrine essayait d'empoisonner son propre mari. Je restais totalement immobile, sentant le sang me monter à la tête. Même si j'étais préparée à 100%, entendre ma belle-mère m'accuser explicitement de tentative de meurtre me fit l'effet d'une lame dentelée me transperçant la poitrine. À ce moment précis, des murmures s'élevèrent dans le hall. Il s'avéra qu'ils avaient déjà prévenu la famille élargie et la police. Quelques oncles et tantes fortunés, et même des voisins alertés par le vacarme, se tenaient devant les doubles portes ouvertes, l'air horrifié. Béatrice cria encore plus fort, tombant à genoux. « C'est un cauchemar. Je pars quelques jours pour le travail et je reviens pour trouver mon fils mourant et de la drogue mortelle dans sa nourriture. » Nous avons accueilli une psychopathe arriviste dans cette famille. Charles-Henri restait près d'elle, le visage figé dans un masque d'affliction professionnelle, sans rien faire pour l'arrêter. Christophe me regardait comme une pièce d'échec qu'il venait de coincer. Je n'ai pas répliqué. Je me souvenais des paroles de Clément. Plus ils insistent, plus tu les laisses parler. Je tournais simplement la tête vers lui. Clément restait parfaitement immobile sur le lit, le visage livide. Mais je vis sa main, sous la couette, tressaillir. Un mouvement minuscule, mais suffisant pour que je sache que le piège venait de se refermer. Ce salon luxueux ressemblait à un tribunal de pacotille où ils avaient préparé des accusations frauduleuses, de faux témoins et des larmes de crocodile pour tromper les policiers et les proches. La seule chose que ces milliardaires ignoraient, c'est que chaque mot prononcé et chaque geste effectué était enregistré en haute définition et diffusé directement sur un serveur sécurisé. Après avoir pleuré jusqu'à en avoir la voix enrouée, Béatrice sortit soudain un document juridique notaire, préparé à l'avance, de son sac Birkin. Elle le jeta sur la table basse en verre et poussa un stylo Montblanc vers moi. Signe. Signe ici. Admets que pendant notre absence, tu étais la seule responsable des soins de Clément, que tu as administré ses médicaments et que tu assumes l'entière responsabilité légale et financière de tout ce qui pourrait lui arriver. Je baissais les yeux vers le papier épais. C'était proprement dactylographié par un cabinet d'avocats d'affaires, avec un espace vide en bas pour ma signature. Ainsi, même le coup monté avait été rédigé et facturé, prêt pour le tribunal. Avant que je puisse parler, Charles-Henri dit froidement, en ajustant sa Rolex. Signe pour que ce soit officiel pour les ambulanciers, Sandrine. Si tu es innocente, tu n'as absolument rien à craindre. Christophe se tenait à côté, les bras croisés sur son costume sur mesure, un sourire malsain aux lèvres. Allez, belle sœur. Les innocents n'ont pas peur de l'encre noire sur du papier blanc. Signe, reconnais simplement comment tu t'es occupé de lui. Les proches dans le hall commencèrent à murmurer de plus belle. La voix d'une tante m'arriva aux oreilles. On sait bien que ces jeunes filles qui se marient pour l'argent sont impitoyables. Je parie qu'elle a craqué. Les entendre me brisait le cœur. Mais je me forçais à rester silencieuse. Béatrice saisit le stylo lourd et me l'enfonça violemment dans la main. Signe ce maudit papier, aboya-t-elle, abandonnant son rôle de mère éplorée pour une seconde de pure méchanceté. Ne crois pas que ton silence te sauvera de la police. Mon fils est là, incapable de bouger. La soupe est empoisonnée, et tu étais la seule à avoir un mobile et un accès. Tu vas signer, que tu le veuilles ou non. Je regardais le stylo dans ma main tremblante. Puis le lit d'hôpital, où Clément semblait toujours totalement épuisé. Puis, juste au moment où Béatrice tendait la main pour m'attraper violemment le poignet et forcer ma main sur le papier, Clément repoussa soudainement ses couvertures et se redressa d'un coup. La pièce immense sembla retenir son souffle. Les faux sanglots de Béatrice s'arrêtèrent net. Bastien en resta bouche bée. Charles-Henri se figéa, ses yeux d'ordinaire froids et autoritaires se rétrécissant sous le choc. Christophe fixait Clément, non pas avec la joie de voir son frère réveillé, mais comme s'il voyait un fantôme se lever d'une table de morgue. Béatrice recula de 2 pas dans ses Louis Vuitton, bégayant. « Clément, mon chéri, tu es réveillé. » Clément ne lui répondit pas. Il passa lentement ses jambes sur le côté du lit et détacha les lourdes sangles velcro enroulées autour de son attelle. Tout le monde observait chacun de ses mouvements dans un silence de plomb. Quand la dernière couche de l'attelle tomba sur le parquet, Clément se leva. Il n'était pas tout à fait stable, car ses contusions profondes le faisaient encore souffrir, mais son dos était droit, sa posture imposante et son regard acéré. Un silence de mort envahit la pièce. L'homme qu'ils avaient traité comme un cadavre, l'homme dont le certificat de décès était déjà imprimé, venait de se lever juste devant eux. Clément regarda Béatrice,
puis Charles-Henri, et finit par ancrer son regard dans celui de ses deux frères. Il articula chaque mot pour que les micros cachés ne perdent rien. Ma jambe n'est pas brisée, mais vos âmes sont complètement pourries. Cette phrase a déchiré la mise en scène à plusieurs millions d'euros que la famille avait montée. Béatrice tremblait, le visage cramoisi alors qu'elle essayait de hurler. Tu nous as trompés. Tu as simulé ton handicap pour torturer ta propre mère. Clément a ri amèrement en secouant la tête. J'ai simulé une fracture pour ne pas finir dans un sac mortuaire. Toi, tu as simulé tes larmes pour envoyer ta belle-fille en prison pour mon meurtre. Christophe a immédiatement bondi vers moi. Il ne visait pas Clément, mais le téléphone dans ma main, devinant sans doute que j'avais enregistré la confrontation ou que je détenais la preuve fatale. « Donne-moi ce téléphone, espèce de garce !» a-t-il hurlé en tendant le bras pour s'en emparer. Mais avant même que sa main ne puisse m'effleurer, la lourde porte en chêne de la bibliothèque s'est ouverte. Maître Durand est apparu, tel un requin sentant le sang, lui barrant la route. Simultanément, le docteur Peterson est entré par le couloir de la cuisine, tenant les dossiers médicaux originaux et la boîte scellée contenant le véritable poison. Maître Durand a pris sa voix de tribunal, tonnante et glaciale. « Monsieur le maire, faites un seul pas de plus vers ma cliente, et j'ajouterai l'agression caractérisée à votre inculpation fédérale. » Christophe s'est figé, le visage tordu par une rage paniquée. « Durand, qu'est-ce que vous foutez ? De quel droit vous mêlez-vous des affaires privées de ma famille ?» Maître Durand n'a pas répondu. Il a calmement posé un iPad Pro sur la table basse, l'a synchronisé avec l'Apple TV du salon, et a lancé la lecture. Sur l'écran géant de 2 mètres, les images de la caméra cachée montraient clairement Béatrice entrant dans la cuisine, ouvrant le bocal, remuant le fond avec une cuillère, versant délibérément du liquide sur le sol, puis sortant en courant et en hurlant au poison. L'image 4K était si nette qu'elle ne pouvait pas prétendre à un malentendu ou à un accident. Les parents qui chuchotaient dans le hall se sont instantanément tus. « C'est un montage !» a hurlé Béatrice, ses cheveux parfaitement coiffés partant dans tous les sens. « Ils ont payé quelqu'un pour fabriquer ça et nous extorquer !» Le docteur Peterson s'est avancé et a posé la boîte de prélèvement scellée sur la table, d'une voix calme et clinique. L'échantillon mortel de ce bouillon a été prélevé par mes soins des heures avant même que votre jet n'atterrisse. Il a été photographié, consigné et scellé selon les protocoles de la chaîne de possession fédérale. Il contient une dose létale de paralysant synthétique. J'ai déjà envoyé le premier écouvillon au laboratoire de toxicologie pour des tests comparatifs d'urgence. Les conclusions médico-légales complètes seront prêtes demain matin, mais cette vidéo suffit à prouver à un jury que ce n'est pas Sandrine qui a versé le poison. Béatrice est devenue livide. Ses lèvres botoxées tremblaient, mais elle continuait d'insulter. Quel genre de charlatan prend le parti d'une maman après l'argent plutôt que celui d'une mère? Maître Durand ne l'a pas laissé retarder l'exécution plus longtemps. Il a tapoté l'iPad, lançant la vidéo suivante, celle de la carte SD cachée dans la cave. Cette fois, l'écran géant montrait Christophe remettant des liasses de billets à l'administrateur corrompu de l'hôpital à l'arrière de sa voiture. La voix de Christophe était forte, arrogante et claire. Le dossier doit être blindé. Nom, numéro de sécurité sociale, SOS officiel, heure du décès. Tout doit correspondre au registre national. Des cris de stupeur ont éclaté parmi les oncles et tantes. Charles-Henri a tenté de faire demi-tour pour sortir, mais Maître Durand a appuyé sur la télécommande, lançant le dernier clip. La voix grave et autoritaire de Charles-Henri a résonné dans les haut-parleurs. Faites place nette. Ne laissez pas cette Sandrine vivre assez longtemps pour engager un avocat et poursuivre la famille pour l'héritage. Plus personne ne pouvait prononcer un mot. Les riches parents près des portes du hall ont reculé d'horreur, le visage pâle. Bastien a commencé à trembler violemment. Il a regardé Christophe, puis ses parents, la sueur coulant sur son front, comprenant que sa vie était finie. Maître Durand a alors jeté d'épaisses piles de reconnaissance de dettes totalisant plus de 3 millions d'euros sur la table en verre. On suivit les avenants d'assurance falsifiés et la copie couleur du faux certificat de décès portant la propre signature de Charles-Henri. Pièce par pièce, crime après crime, tout était étalé sous la lumière du lustre. Tous les masques de l'élite que portait la famille tombaient, ne laissant que la vérité laide et meurtrière. Bastien s'est soudainement effondré à genoux, éclatant en sanglots hystériques. Il s'est adossé au mur, balbutiant. Je ne voulais pas le tuer. Je le jure devant Dieu, j'ai juste écouté Christophe. Christophe a dit que si ça ressemblait à un accident tragique, l'assurance de l'entreprise paierait 10 millions et les prêts russes seraient effacés. Maman et papa savaient, mais ils ont dit qu'on devait d'abord sauver l'entreprise de Christophe. Sinon, tout l'empire familial était fini. Cette confession larmoyante a fait se retourner Béatrice, qui a violemment giflé Bastien. « Ferme ta gueule, idiot !» Mais c'était bien trop tard. Chaque mot avait été prononcé devant des micros cachés, un avocat de haut vol, un médecin et une demi-douzaine de membres de la famille horrifiés. Christophe ressemblait à un animal enragé acculé. Il a pointé un doigt tremblant vers Clément, les yeux injectés de sang. « Pourquoi diable es-tu encore en vie? Depuis que tu es gosse, tu n'es rien d'autre qu'un poids mort pour cette famille. Tu nous as fait honte. Si tu n'étais pas là, maman et papa n'auraient pas été humiliés au club et Bastien et moi n'aurions pas eu à hypothéquer nos vies pour maintenir cet empire à flot. » Cette phrase m'a serré le cœur. Clément restait parfaitement immobile,
s'appuyant légèrement sur sa béquille, écoutant tout cela. Il n'a pas bondi en avant, il n'a pas crié. Il a simplement regardé son frère aîné avec un regard d'un froid infini, plein de pitié. Puis il a répondu. « J'ai peut-être été un poids mort pour ton image de marque, Christophe, mais tu avais tellement besoin de mon argent que tu étais prêt à commettre un meurtre avec préméditation pour l'obtenir. » Le salon a sombré dans un silence de mort. Béatrice s'est effondrée dans un fauteuil. Le visage de Charles-Henri a pris la couleur du béton. Bastien pleurait en silence sur le tapis persan, et Christophe haletait lourdement, comme un patron qui voit ses actions chuter à zéro sans aucun plan de sauvetage. Je me tenais à côté de Clément. Mes mains tremblaient encore, mais la peur dans mon cœur s'était envolée. Parce qu'à ce moment-là, la vérité ne se cachait plus dans l'ombre d'un bureau verrouillé. Elle se tenait là, en plein milieu du salon, claire, froide et indéniable. Alors que Christophe haletait encore au milieu de la pièce, le hurlement des sirènes et le crissement des pneus s'arrêtant devant le portail ont brisé le silence. Pas seulement une voiture de police, mais plusieurs SUV noirs banalisés. La succession rapide de portières claquant a figé tout le monde dans la maison. Christophe a blêmi. Charles-Henri a arrêté de respirer. Et Béatrice a redressé brusquement la tête, les yeux paniqués, comme quelqu'un qui entend la mort frapper à sa porte. Les portes d'entrée ont été poussées et une nuée d'agents du FBI et de détectives locaux est entrée. À leur tête se trouvait un homme d'âge mûr, dans un costume élégant, à l'air poli mais dangereux. Derrière lui, 2 procureurs portaient des mallettes. Maître Durand n'avait pas l'air surpris. Il a simplement ajusté sa cravate, tapoté les dossiers sur la table et a dit calmement. « Messieurs, vous arrivez à point nommé. Les preuves sont toutes là. » Christophe a reculé d'un pas, sa voix montant dans les aigus. « Pourquoi ? Pourquoi la police est-elle là ?» L'agent principal a regardé Christophe, puis Charles-Henri. Il a parlé d'un ton mesuré. « Nous exécutons des mandats d'arrêt pour fraude électronique, fraude à l'assurance et complot en vue de commettre un meurtre. De plus, ce matin, les autorités ont reçu un dossier de preuves indiquant que vos sociétés écrans offshore sont liées à un blanchiment d'argent illégal pour un syndicat international. Je me suis tournée vers Maître Durand. Il n'a pas dit un mot, mais j'ai compris le génie de sa manœuvre. Alors que la famille pensait encore avoir le dessus, Durand avait discrètement envoyé les registres financiers aux autorités, coupant à Charles-Henri et Christophe leur dernière issue de secours. Christophe n'avait pas seulement perdu l'assurance. Il avait attiré tout le poids de la justice sur sa tête et s'était exposé aux usuriers même à qui il devait de l'argent. L'agent fédéral a regardé Charles-Henri droit dans les yeux en sortant une paire de menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère de vous en servir. » Alors que ces mots tombaient, c'était comme si tout le sang de la famille Lemaire s'était vidé. Christophe agrippait l'accoudoir d'une chaise, les lèvres tremblantes, incapable de parler. Un homme autrefois si arrogant, qui avait traité son propre frère comme un déchet, se tenait maintenant au milieu de sa grande demeure sans aucune issue, attendant d'être emmené vers un panier à salade. Bastien était assis par terre, au bord du hall-cœur. Charles-Henri tentait de garder un semblant de dignité, mais ses yeux trahissaient une panique animale alors que le métal froid se refermait sur ses poignets. Les agents ont sécurisé les lieux et saisi la clé USB, les téléphones jetables, l'échantillon de bouillon de viande scellée, le faux certificat de décès, les avenants d'assurance et les tablettes contenant les images de surveillance. Charles-Henri a d'abord tenté de nier les faits devant l'officier. Il a prétendu n'avoir signé le document du médecin légiste que parce que son fils lui avait dit que c'était un formulaire fiscal de routine, affirmant qu'il ignorait tout du but de ces documents. Mais Maître Durand a simplement désigné la tablette. La voix grave et froide de Charles-Henri était encore en attente de lecture. « Faites place nette. Ne laissez pas cette Sandrine en vie. » Cet enregistrement l'a réduit au silence complet. Certains mots, une fois captés par un micro, ne peuvent plus être rattrapés par aucune équipe de relations publiques. Béatrice a perdu toute sa cruauté glaciale de femme du monde. Elle s'est traînée dans sa robe de créateur pour attraper la jambe valide de Clément, sanglotant de manière incontrôlable, le mascara coulant sur son visage. « Clément, je t'en prie. Après tout, c'est moi qui t'ai mis au monde. J'ai eu tort. J'ai été stupide. S'il te plaît, dis-leur de ne pas nous emmener. Mon bébé, je t'en supplie. » Debout à côté d'elle, l'entendre pleurer ne m'a procuré aucun sentiment de revanche. Cela m'a seulement rendu profondément triste. Triste qu'une mère doive attendre d'être face à une peine de 20 ans de prison pour se souvenir qu'elle avait mis ce fils au monde. Clément l'a regardé longuement. Ses yeux n'étaient pas aussi colériques que ce à quoi je m'attendais. Ils étaient épuisés, douloureux et étrangement vides. Il a doucement écarté ses mains manucurées de son jean et a parlé d'une voix rauque mais résolue. « Tu m'as mise au monde, maman. Mais tu as aussi signé mon arrêt de mort pour toucher une prime. Je ne t'en voudrais peut-être pas pour le reste de ma vie, mais je ne peux pas faire comme si cela n'était jamais arrivé. Tu es seule, maintenant. » Béatrice s'est effondrée au sol, ses cris s'étouffant dans des sanglots pathétiques alors qu'une agente la relevait pour la menotter. Après ce jour-là, j'ai demandé une séparation totale des biens, sollicité une protection fédérale et coupé tout contact avec les avocats de ma belle famille. Clément a remis toutes les preuves restantes aux autorités chargées de l'enquête. En même temps,
Il a demandé à M. Durand de geler les polices d'assurance falsifiées et a prévenu les assureurs de signaler l'intégralité de son dossier pour fraude. Les dettes massives de Christophe et Bastien n'étaient plus le fardeau de Clément. C'était la conséquence qu'ils s'étaient eux-mêmes imposée, née d'une ambition élitiste, du besoin de sauver les apparences et d'une jalousie toxique qui les avait rongés de l'intérieur. L'après-midi, où nous avons enfin quitté cette grande demeure bourgeoise, une pluie fine et glaciale tombait. Clément marchait lentement dans l'allée car ses jambes le faisaient encore souffrir. Je portais un petit sac de voyage avec quelques vêtements confortables et nos documents essentiels. Nous n'avons pas emporté grand-chose d'autre. La vaste demeure derrière nous avait encore ses grands lustres allumés, mais pour moi, elle n'avait jamais semblé aussi froide et vide. J'ai regardé le vieux chêne dans le jardin, l'endroit où tout avait commencé. L'endroit où une fausse chute nous avait sauvés d'une mort bien réelle. Clément m'a serré la main avec force. Il n'a pas prononcé de réplique de film puissante, ni fait de grandes promesses sur l'avenir. Il a juste murmuré « Rentrons à la maison, Sandrine ». J'ai hoché la tête. En franchissant ces grilles en fer forgé pour la dernière fois, je ne me sentais pas victorieuse. J'avais juste l'impression d'avoir survécu à un cauchemar très long et très toxique. Il y a des douleurs qui n'ont pas besoin d'être hurlées pour être ressenties profondément. Il y a des leçons brutales que personne n'a besoin de vous enseigner. Les traverser une fois suffit pour s'en souvenir toute une vie. Depuis ce jour, j'ai compris que la famille ne se définit pas toujours par le partage du même sang, du même nom, ou par le fait de vivre sous le même toit luxueux. Une vraie famille est un endroit où les gens veulent sincèrement que vous viviez en paix, et non un endroit où ils calculent combien d'argent ils recevront si vous arrêtez de respirer. Et si un jour vous devez faire un sac et quitter un endroit que vous appeliez autrefois votre maison, juste pour préserver votre vie et votre dignité, ce n'est pas s'enfuir, c'est se sauver.